Bonjour à tous. C'est toujours bizarre, hein, ces petits moments où on attend que tout le monde soit là. Mais voilà, on va se dire qu'il est 10h05 et qu'il est temps de commencer donc notre petite session. Aujourd'hui, on va parler de vélo, vélo assistance électrique, VTT, assistance électrique, de randonnée, et puis aussi de technologie, et notamment avec toutes les plateformes et les services qui peuvent se créer autour de ces pratiques qui sont de plus en plus importantes. Mais pour débuter, je vais laisser la parole à Eric Weiss, donc, qui va nous parler du programme Moselle Académie Tourisme, dont tous ces webinaires auxquels vous assistez régulièrement font partie. Eric, à toi la parole. Oui, merci Ludovic. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis à Moselle Attractivité de vous accueillir dans ce dernier rendez-vous en ligne de l'année. Comme disait Ludovic, ce rendez-vous en ligne fait partie du programme de Moselle Académie Tourisme. Pour vous rappeler, pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois, Moselle Académie Tourisme est un ensemble, un programme de professionnalisation et d'information des acteurs du tourisme mosellan. Piloté par Moselle Attractivité sur des fonds du conseil départemental de la Moselle, qui prend en charge la quasi-totalité des fonds et qui est divisé en plusieurs actions. La première action, c'est un programme de professionnalisation, de formation. Donc, c'est plus de 35 formations en 2021 qui ont été proposées, auxquelles vous avez certainement l'un ou l'autre déjà participé. Formation en présentiel et en distanciel. C'est plus de 500 stagiaires qui nous ont rejoints cette année dans le programme de professionnalisation. Le deuxième pilier, c'est un programme de webinaire qui nous concerne aujourd'hui. Webinaire sur les nouvelles tendances, les technologies, l'innovation, les nouveautés. On s'était déjà rencontrés au printemps, Ludovic, sur un premier webinaire. Oui, tout à fait. On a traité de nombreuses questions innovantes, intéressantes. Peut-être avez-vous déjà assisté à ce webinaire. D'autres étaient plus thématiques sur l'hébergement, sur la restauration, sur l'éco-durabilité, qui est un de nos piliers aussi d'axe. Et donc, le troisième temps de l'académie, c'est des temps d'animation de réseau, permettre à tous les acteurs touristiques, offices de tourisme, sites touristiques, hébergeurs, restaurateurs, de se rencontrer, de participer à des événements. Alors, cette année, c'était encore un peu particulier, mais promis, en 2022, on reprendra normalement une année avec des activités de rencontre plus faciles et plus évidentes. Et tout ça, donc, dans Moselle Académie Tourisme. Donc, le programme, l'ensemble des éléments, vous les retrouvez sur le site internet moselle.académie.tourisme. Et vous aurez d'ailleurs à la fin, vous pourrez d'ici quelques jours retrouver le webinaire, enfin le replay de ce webinaire qu'on mettra en ligne. Petite chose, remercier bien sûr les intervenants qui vont se succéder et que Ludovic vous présentera. Remercier surtout Ludovic pour ce webinaire, l'organisation et l'animation de ce webinaire. C'est toujours un plaisir de travailler avec toi. Vous dire aussi que pour celles et ceux qui nous rejoignent et qui n'étaient pas inscrits via le formulaire, n'hésitez pas à nous envoyer vos mails pour que vous puissiez avoir la petite enquête de satisfaction qui va bien derrière et surtout les liens pour vous donner accès au replay de ce webinaire et à l'ensemble des informations de Moselle Académie Tourisme. Voilà, j'en dirai pas plus. Je vous laisserai entre les mains de mon collègue Daniel Bailly, qui est notre monsieur outdoor, notre monsieur rando, vélo, cyclo, c'est notre expert et on est bien content de l'avoir dans notre pôle tourisme et vous souhaiter un bon webinaire. Merci beaucoup, Eric, pour cette intro. Et on en profite pour saluer Vincent qui nous a rejoint de Découverto avec un joli fond d'écran. Bonjour Vincent. On était presque un petit peu inquiets, mais tout va bien. On est maintenant au complet. Donc ce matin, comme le disait Eric, l'objet de parler de ces activités de plein air et de mobilité, parfois d'itinérance, pour évidemment nos voyageurs, mais aussi pour les gens qui vivent sur le territoire. On va parler notamment de randonnée. On sait que c'est une activité de longue date pratiquée par la population française et par tous les visiteurs qui viennent sur notre pays. On a aujourd'hui, on dénombre à peu près un tiers des Français qui pratiquent la randonnée au moins sur une année et un tiers de ceux-là qui le font régulièrement, jusqu'à une fois par semaine.
souvent en famille, en couple, entre amis, mais aussi un gros boom au niveau des associations ou des différentes organisations qui organisent des sorties et qui, depuis notamment cette crise sanitaire qu'on vient de traverser, et qui nous contraint encore assez souvent à nous retrouver comme ça en Zoom, qui a connu un gros boom. Il y a un rajeunissement également de la population qui pratique ces activités. Ça, c'est extrêmement notable, hein, notamment chez les jeunes urbains âgés entre 20 et 35 ans, qui sont de plus en plus nombreux à profiter de leur week-end pour aller se déconnecter en milieu rural, en milieu de montagne, moyenne et haute montagne. Et c'est vraiment quelque chose qui se renforce de plus en plus, avec notamment, on avait parlé lors d'un précédent webinaire des micro-aventures, hein, qui sont des offres, des expériences, comme on dit aujourd'hui, qui séduisent beaucoup ces clientèles de jeunes urbains, et avec plusieurs plateformes aussi qui sont montées sur ce créneau-là. Même si on a observé que cette dernière année, j'ai vu quelques chiffres passer sur le sujet, hein, les ventes de cartes guides, topo guides ont augmenté de 49%. Donc, on voit bien que cette période de confinement et de couvre-feu a incité très largement la population française à sortir de chez elle et aller s'aérer. Et c'est évidemment très vrai aussi pour le vélo. On y reviendra avec nos intervenants, bien sûr, mais on va parler notamment des vélos à assistance électrique, hein. Vous savez que c'est en très forte augmentation. Ça représente aujourd'hui à peu près 20% du marché sur la France. On est encore assez loin de nos voisins belges ou néerlandais, hein, où on est à 50%. On est à 40% sur l'Allemagne. Mais en gros, on est sur des chiffres qui correspondent à ce que ces pays avaient à peu près en 2017 et sur une courbe ascendante à peu près de même type. Et donc, la plupart des spécialistes et des gens qui mènent des études sur ces sujets-là nous prédisent des taux équivalents d'ici quelques années. Pratique aussi de plus en plus développée au quotidien, notamment sur les trajets domicile-travail, mais évidemment en activité de loisirs pendant les week-ends et pendant les vacances, avec des séjours qui peuvent s'organiser et avec un maillage qui est de plus en plus important, les villes qui le prennent de plus en considération, et puis des grands itinéraires aussi qui sont de mieux en mieux aménagés, qui permettent à des familles, à des couples, des groupes d'amis, finalement, de sillonner nos belles régions avec un moyen de déplacement beaucoup plus doux que ce qu'on avait auparavant. Voilà rapidement pour une petite introduction. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tour de table ou un petit tour d'écran plutôt, que chacun de nos intervenants puisse vous expliquer ce qu'il fait au quotidien, en quoi il travaille sur ces sujets-là. Et je vous propose qu'on commence avec Daniel Bailly, justement, qui travaille à Moselle Attractivité, pardon, et qui, comme Eric le soulignait, est le monsieur outdoor. Donc, Eric, notamment, tu travailles sur l'activité de l'accueil vélo, et puis également donc, sur la mise en place d'une randonnée avec 250 idées de balade, avec une application gratuite qui a été éditée par le département de la Moselle. Je te laisse nous expliquer un petit peu ces deux volets. D'accord. Donc, bonjour à tous. Je suis donc Daniel Bailly, donc de l'agence Moselle Attractivité. Effectivement, en charge des questions de mobilité douce. Donc, tout ce qui tourne autour de la rando, donc ce qu'on appelle le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, PDIPR. Donc, tout ce qui tourne également autour du comité d'itinéraire qu'on a mis en place pour valoriser la voie bleue, qui date maintenant de quelques années. En 2017, ce comité d'itinéraire a été mis en place sur toute la véloroute et qui concerne grosso modo 29 partenaires entre APAC et Lyon. Donc, un gros travail de mise en valeur de cette véloroute. Il y a également le volet effectivement dont tu as parlé tout à l'heure, déploiement d'accueil vélo. Donc, accueil vélo, vous avez une petite image à l'écran qui vous montre ce que c'est. Donc, c'est vraiment permettre à des prestataires touristiques, tout type de prestataires touristiques, d'accueillir des cyclistes dans de bonnes conditions en leur offrant des prestations adaptées. Aujourd'hui, c'est un label national, Daniel, Ouais. cet accueil vélo et qui repose sur des critères spécifiques. C'est ça, oui, c'est un label national qui est détenu, la marque est détenue par France Vélo Tourisme et le CRT Centre Val-de-Loire. Et donc, elle est déployée maintenant partout en France, hein, quasiment.
Nous, on la déploie depuis 2019 et on a actuellement 53 prestataires qui sont labellisés, en majorité quand même des hébergements, mais aussi des sites de visite, des offices de tourisme, des loueurs réparateurs. Donc voilà, ça se déploie relativement bien, ça fonctionne bien. Ouais, 53 acteurs sur une période qui était quand même pas forcément évidente Ouais, pour, pour le déployer et pour auditer. Ça c'est veut dire vrai, qu'il y a un véritable intérêt pour ce sujet. Ouais. tout à fait, ouais. C'est vrai que l'année 2020, ça a été quasiment une année blanche pour Accueil Vélo. On n'a quasiment fait aucune visite du fait de la crise sanitaire. Là, en 2021, ça remonte un peu. On est beaucoup mieux en termes de labellisation. On a quasiment une quinzaine de labellisés en 2021, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, pour le reste de mes missions, bah, c'est également le suivi des projets cyclables qui sont portés par les EPCI. Donc là aussi, il y a un engouement des territoires pour développer leur offre cyclable. Et là, on est un petit peu également dans la boucle pour les aides qui sont attribuées par le département. Voilà, grosso modo, un petit peu les missions euh, sur lesquelles je travaille, quoi. OK. Et puis, on a derrière donc l'application Balade en Moselle, hein, sur laquelle on Hum. reviendra un petit peu Oui, plus tout à l'heure. largement tout à l'heure, hein, mais donc 250 balades sur son téléphone, une appli pour en profiter tous les week-ends. Merci Daniel, on revient vers toi tout à l'heure. Je vous propose qu'on poursuive notre petit tour de table du coup avec Mathias. Mathias donc qui est le représentant en France de la plateforme et de la communauté Komoot. Mathias, je te laisse nous expliquer un petit peu ce qui est à l'origine Komoot et comment ça se développe aujourd'hui et comment tu le développes en France. Ça marche. Écoute, déjà merci pour l'invite, Ludovic. Et bonjour à toutes et à tous. Donc moi, c'est Mathias. Je travaille pour l'application Komoot depuis les 2 ans et demi. Donc je suis effectivement, disons, responsable de Komoot France. Je m'occupe à la base de la communauté d'utilisateurs de Komoot en France, mais voilà, par extension de tout ce qui touche un peu à Komoot en France. Donc Komoot, du coup, c'est une appli qui n'est à la base pas française. On va dire qu'elle est internationale, à dominante européenne, parce qu'elle a été créée par des cofondateurs allemands et autrichiens il y a une bonne dizaine d'années maintenant. C'est, comme vous le savez peut-être, une appli qui permet de trouver, de planifier, de naviguer et de partager des itinéraires à vélo comme à pied. Du coup, on a, on va dire, un panel de 8 sports différents, parmi lesquels la sortie, ce qu'on appelle la sortie à vélo, donc le voyage à vélo un peu classique, le vélo de route, comme vous le voyez devant vous, la randonnée en montagne, etc., etc. Le gravel, qui est un peu le nouveau type de vélo un peu à la mode en ce moment, qui va chercher un peu un hybride un peu entre route et VTT, on va dire. Voilà, donc c'est vraiment une appli qui va vous permettre de devenir extrêmement autonome dans vos trajets en outdoor, que ce soit pour une petite balade en famille au bord du canal du Midi, puisque je vois qu'on est au sud de Toulouse, si je dis pas de bêtises, ou alors essayer de faire des choses beaucoup plus extrêmes, beaucoup plus sportives, traverser tous les cols alpins comment dire, off-road, etc. Ça peut être très très varié. Notre Oui, donc notre modèle économique repose à la base sur de la vente de cartes, entre guillemets, si on veut vraiment débloquer l'appli à fond, c'est-à-dire pour pouvoir naviguer l'itinéraire qu'on vient de planifier. Typiquement, encore une fois, au sud de Toulouse, il faut posséder la carte Toulouse, etc. Donc, on est une des rares applis aujourd'hui qui sera donc gratuite jusqu'à un certain point, mais qui vous demandera éventuellement d'investir un petit peu pour des sommes uniquement voilà, ponctuellement. Donc, c'est pas forcément un abonnement. On a aussi un abonnement, mais c'est pas obligé. Voilà, donc nous, on a comme objectif de se développer encore plus en France via le travail avec des événements vélo, des événements de type des randonnées, des brevets, des courses ultra distance pour les gens vraiment les plus intéressés par des choses très sportives. Malgré le fait que Komoot, par rapport à nos concurrents internationaux directs, on ne va pas forcément se placer dans une optique athlétique, on ne va pas avoir de statistiques, de progression sportive, etc. Ce n'est pas du tout notre philosophie. Notre philosophie, c'est l'exploration, la découverte, l'aventure, etc. Le mot aventure revient très souvent dans nos discours et dans nos éléments de langage. Voilà, que dire de plus? Oui, je peux vous parler par exemple de quelque chose qui va sortir demain aussi. Voilà, on va peut-être en parler plus loin, mais Komoot, avant, on considérait vraiment ça comme un outil qui permettait de planifier des itinéraires. Je rebondis sur ce qui a été dit juste avant avec Daniel Bailly. Du coup, on a aussi maintenant une partie inspiration qui va arriver à partir de demain pour tous les utilisateurs. Donc, on va pouvoir aller tout simplement dans le département de la Moselle, zoomer sur le territoire et trouver des itinéraires en fonction du sport qui seront disponibles et qui seront, entre guillemets, générés automatiquement par notre algorithme
et ce, sur toutes les régions. Donc, on n'est pas obligé maintenant de venir sur Komoot pour planifier soi-même un itinéraire. On peut aussi s'inspirer grâce à la plateforme. Donc, voilà, et on est, allez, 24 millions dans le monde, si je ne dis pas de bêtises. Oui, dernier Objectif. point peut-être pour compléter Mathias, il y a aussi un aspect communautaire chez Komoot, hein, avec les participants qui sont également acteurs. Oui, tout à fait. C'est vrai que je n'ai pas forcément développé ce point-là. On a un aspect social, hein, ça va ressembler tout simplement à vos applis de réseaux sociaux. On peut avoir des abonnés, des abonnements dans Komoot. L'intérêt, c'est d'avoir donc un fil d'actualité avec des gens qu'on suit, qu'on va pouvoir voir. Voilà, on va pouvoir voir leurs activités qu'ils ont fait le week-end dernier ou le mois dernier, etc. L'intérêt, c'est qu'on n'a bloqué aucune option de recopie, de tour, etc. Donc, moi, généralement, quand j'ai envie d'être inspiré pour faire un tour en vélo le week-end suivant ou le mois suivant, généralement, je vais sur Komoot, je me balade et généralement, je vois tous mes amis qui publient tout un tas de tours et d'activités hyper intéressantes. Je peux les recopier, les faire miennes, les remodifier à ma sauce, changer le point de départ, etc. Le but, c'est aussi que cette communauté soit auto-inspirée perpétuellement par leurs activités, quoi. Ok, merci Mathias, on revient vers toi tout à l'heure. Et je vous propose qu'on passe maintenant à Fabien Ferdinandi avec donc la plateforme Loopy. Bonjour Fabien, tu es avec nous? Voilà, j'avais coupé. Voilà, le micro a été coupé. Évidemment. Parfait. Merci Ludovic, bonjour à tous. Oui, nous avons créé Loopy dans un but, en fait, à terme, de commercialiser le slow tourisme. On entend donc par slow tourisme tout mode de déplacement doux, et bien évidemment qui est notre priorité du moment parce que c'est le marché le plus profond, c'est la grande tendance, mais également à vélo, à pied. On commence à parler de fluvial aussi chez nous et également de cheval. Mais la priorité, c'est sur le vélo parce que la tendance, elle est forte, parce qu'on a une histoire initiale avec le vélo lorsqu'on a créé l'outil. C'est dans un second temps qu'on a décliné l'outil pour les autres modes de déplacement. Je ne vais pas dire sous la pression des clients Loopy, mais un peu quand même. Voilà. Donc là, nous sommes en train de construire une plateforme qui vise donc à rassembler tous les contenus et tous les services pour un modèle B2C. C'est notre Graal, hein, qui permettrait en fait à des néo-itinérants de s'organiser en quelques minutes. Dans notre écosystème, on a donc le site loopy-voyage.com dans lequel on va trouver ce calculateur, ce planificateur qui est capable de programmer donc dès aujourd'hui un parcours en étapes en fonction de données personnelles, etc., de contraintes, hein, de présence d'hébergement, de tracés de véloroute, et également cette application mobile dont vous voyez quelques écrans sous les yeux, qui est un complément, qui est un entre-deux entre loopy-voyage.com, qui est le support pour le grand public, et la marque blanche web, qui équipe des destinations comme l'Ardèche, l'Allier, Charente-Tourisme, Biscarrosse et Chamonix. Et ce complément-là, cette application mobile, va permettre en fait d'avoir son carnet de voyage, d'avoir ce calculateur d'itinéraire en mode hors connexion, toutes les données de POI qui remontent des cités. On est à l'inverse de Mathias et de Komoot, plus sur des contenus pour lesquels on vise une vérification, une sécurité de l'information. On n'est pas sur des contenus qui viennent des utilisateurs. On n'est pour le moment pas un réseau social, pas du tout. On vise à sécuriser le déplacement des voyageurs en passant par des balades qui sont validées PDIPR, des POI qui sont gérés par les destinations. C'est un modèle complètement différent. Qui génère moins, qui donne moins la possibilité d'avoir une communauté importante, d'autant que l'application Loopy reste quand même très récente. Elle date de 2016, pour tout vous dire. Voilà, quoi dire d'autre? Et juste, Fabien, du coup aussi, une différence, c'est qu'on est plus sur du séjour organisé autour d'une itinérance douce, puisque tu évoquais de la réservation d'hébergement, d'activités autour, notamment à travers des destinations, plutôt la balade du week-end finalement. C'est ça, même si on préconise pour les débutants
un week-end, mais avec 1 ou 2 nuits, en fait, hein, pour commencer à appréhender c'est quoi le voyage à vélo, est-ce que je peux le faire, est-ce que je ne peux pas le faire. Donc, la plateforme, effectivement, vise à calculer son itinéraire, réserver son hébergement, trouver son vélo, trouver son assurance, etc. Et on commence à mettre les blocs fonctionnels les uns après les autres sur le site loupli-voyage.com. D'accord. Donc, une Et pratique peut-être plus familiale, moins sportive c'est et de ça. découverte des territoires. C'est ça. D'un côté, sur le Puy-Voyage, on est vraiment sur cette grande itinérance. Mais d'un autre côté, sur les marques blanches Loupi que l'on déploie, on a une quarantaine bientôt sur l'ensemble des destinations qui sont clients Loupi. On est sur de la balade à la journée, avec des boucles à vélo. Voilà. Donc, on touche aussi cette clientèle qui est à la fois le touriste sur place, mais aussi l'habitant qui veut redécouvrir sa destination, son lieu. Pardon. Très bien. Ben, on va revenir un peu plus en détail, hein, de toute façon, sur les services qui peuvent être fournis. On passe maintenant à notre quatrième intervenant, Jérôme Meyer. Jérôme qui était le premier en ligne d'ailleurs. Désolé de vous avoir fait patienter tout ce temps avant de pouvoir prendre la parole. Donc, Jérôme est un local de l'étape, hein, si j'ose dire. Et il a monté notamment un atelier cycle mobile. Ben, je vous laisse nous présenter en fait votre activité et comment vous ressentez, percevez aujourd'hui le développement de ce marché. Ok, bonjour à tous. Alors, moi, je suis passé par la gérance d'un magasin spécialisé VTT, 6 ou 7 ans, il y a quelques années, 2007 à 2014. Et donc là, en 2020, j'avais envie de relancer un projet professionnel un peu plus ancré sur mon territoire, à proximité de mon domicile. Et donc, j'ai mis en pratique un projet que j'avais déjà un petit peu, qui avait déjà un petit peu germé il y a quelques temps sur cette idée d'atelier mobile pour les particuliers, mais aussi pour les professionnels. Donc, j'ai ma petite camionnette et je circule, on va dire, à 30-40 km autour de mon domicile. Mais pas seulement. J'ai un peu diversifié aussi mon activité. J'effectue et je fais du montage, j'électrifie des vélos classiques avec un partenaire qui est basé dans le Bas-Rhin. Et puis, après, j'ai aussi développé d'autres choses comme l'animation d'ateliers d'autoréparation en milieu scolaire avec la communauté commune de Sarrebourg-Moselle-Sud. Et puis, bien entendu, la gestion du parc de VTC assistance électrique avec l'office de tourisme intercommunal du pays de Phalsbourg. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est mis en place cette année. Oui, et puis qui dit donc augmentation du nombre de vélos vendus, malgré certaines pénuries qui ont pu être évoquées à un moment, dit augmentation des réparations. J'ai vu passer des chiffres hein, et aussi des aides à la réparation, des aides financières, qui fait que votre activité se porte plutôt bien en ce moment ou Alors, lors du lancement de mon activité, j'ai tout de suite été référencé coup de pouce vélo là, sur les aides de l'État, effectivement, pour favoriser un petit peu la mobilité douce. Et c'est vrai que du coup, ça a démarré très, très fort. Pour moi, j'ai été assez vite submergé par le travail. Et puis, sur cette dynamique, ma foi, l'aide s'est arrêtée en mars, mais néanmoins, il reste du travail. Alors moi, je ne fais pas de vente de vélo, ou très peu, aussi pour des difficultés, effectivement, quand on est petit dans ce milieu-là, pour avoir du matériel dans le contexte, là, c'est assez difficile. Voilà. Ok, merci Jérôme. On en reparlera évidemment tout à l'heure. Et on termine donc notre petit tour de table avec Vincent. Mais je vois que Vincent s'est absenté juste à l'instant. Hop, il nous revient. Bonjour Vincent. Donc, qui nous vient de l'application Découverto, montée par une association qui se trouve dans le nord de la France. À l'origine, vous êtes quelques passionnés, vous êtes mobilisés sur un projet qui aujourd'hui prend de l'ampleur. Oui, alors en fait, l'application effectivement est gérée par une association. C'est un peu les mêmes depuis le début. On est 7 personnes. L'application a découlé d'une manière un peu naturelle, c'est-à-dire on a commencé par organiser des randonnées culturelles
Et en fait, à un moment donné, la demande a fait qu'on a dû mettre par écrit une partie des randonnées culturelles qu'on a mises, qu'on a organisées. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on a commencé à créer deux collections de livres. Une collection qui est plus basée sur l'histoire et puis une autre collection qui est plus basée sur les systèmes complexes ou les écosystèmes, quoi. Plus un côté scientifique. Euh, ensuite, on a aussi toute une série de conférences en fait pour qu'on puisse diffuser de la culture de manière adaptée au public qui veut la voir. C'est-à-dire, en gros, on peut aller sur le terrain et, euh, et avoir les explications terrain. On peut avoir des explications plus théoriques pendant les conférences. Et puis, il nous manquait un outil pour Monsieur Tout-le-Monde qui veut à la fois être autonome, à la fois avoir ses informations, mais sans rentrer trop dans le détail. Et c'est là qu'en fait, on a décidé de fabriquer cette application qui, pour nous, est un peu l'équivalent de l'association entre un GPS forestier et un audio guide de musée, quoi. Et donc, on a essayé de faire une application la plus simple possible parce qu'en fait, comme on dit, on est une toute petite association, on fabrique tout nous-mêmes. Donc, du coup, ce qui était important pour nous, c'était d'avoir une application la plus stable possible pour qu'on mette absolument personne en danger, quoi. Et là, en fait, on a opté pour cette option d'avoir le minimum d'informations pour avoir un maximum de stabilité pour que l'application ne plante pas en pleine randonnée. Ça, c'était vraiment notre souci premier, quoi. Parce que du coup, sur l'application, on retrouve son itinéraire, on peut facilement se guider et on a des audio guides en fait, hein, avec le contenu que vous fabriquez qui nous est délivré à l'instant T au moment où on est sur le lieu. Voilà, c'est ça, ouais. C'est-à-dire, en fait, le fond de carte, c'est un fond de carte hyper simplifié. Il n'y a pas les courbes de niveau, par exemple. On n'a pas de chronomètre, on n'a pas toutes les options qu'on peut avoir sur des applications de professionnels. Nous, c'est vraiment beaucoup plus simple. En gros, il y a un trait noir, on est un point bleu. On essaye de rester sur le trait noir, quoi. Et donc, quand on a commencé l'application, donc l'idée, c'était de rajouter de l'audio pour que les gens aient un maximum d'informations. Et en fait, aujourd'hui, là, on a vu avec les confinements qu'à un moment donné, les gens avaient besoin juste de sortir, la culture prenait moins d'importance qu'avant, quoi. On le voit sur les sorties, parce qu'on a aussi des sorties en collaboration avec des musées où en fait on fait, par exemple, le matin, on passe la matinée dans le musée et l'après-midi, on va sur place en pleine nature, voir dans quelles conditions on a découvert les pièces qui étaient au musée. Ce genre d'activité était moins demandé. Oui, on cherchait juste à s'aérer finalement et à profiter des beaux espaces autour. On a plutôt, depuis la fin des confinements, on a essayé d'étoffer l'offre de rando sans mettre forcément d'audio. Des audios qu'on mettra peut-être plus tard si on voit que la demande culturelle reprend le dessus, quoi. Parfait. Merci Vincent. On reviendra aussi sur ces constats hein, et les clientèles qui peuvent évoluer. On disait, hein, les déplacements doux sont très largement en vogue et renforcés principalement hein, par la crise sanitaire qu'on vient de traverser, par des préoccupations aussi d'éco-responsabilité vis-à-vis du changement climatique. Donc tous ces aspects-là ont tendance à aller dans le sens d'un renforcement hein, des pratiques de la randonnée, qu'elle soit pédestre, qu'elle soit en vélo, VTT, etc. Est-ce que vous le ressentez justement sur vos différentes plateformes, dans vos activités? On en a eu déjà quelques expressions. Hein. Jérôme nous disait clairement qu'il a lancé son activité à ce moment-là et qu'il y avait eu une forte relance. À l'instant, Vincent, donc, tu nous expliquais hein, qu'il y avait une demande qui avait un petit peu évolué et que les demandes avaient aussi un peu explosé sur vos plateformes. Est-ce que c'est le cas aussi chez vous, Daniel, Mathias, Fabien? Mathias, je te vois faire un gros hochement de tête.
Donc, je vais te passer la parole en premier. Est-ce qu'effectivement, il y a eu une grosse hausse des consultations et des pratiques sur votre plateforme? Oui, oui, complètement. Je pense que l'année dernière, je parle de l'appli en général, on a dû finir notre année avec un des utilisateurs, peut-être 3 millions de plus que prévu, entre guillemets. Donc ça paraît énorme dit comme ça. Et effectivement, nous, on a été à la fois décontenancés par ça et à la fois on a compris qu'on avait aussi de grandes responsabilités à assumer vis-à-vis de ce nouveau flot d'utilisateurs. Rien qu'en France, pour vous dire, je ne suis pas forcément là pour balancer des chiffres, mais quand j'ai commencé à travailler pour Komoot, c'était en 2019, on devait être allez, peut-être 200 000 utilisateurs maximum. Aujourd'hui, on ne va pas tarder à dépasser les 2 millions. Donc ça veut dire que notre communauté française a décuplé en 2 ans, et bien évidemment, le plus gros de ce chiffre a eu lieu l'année dernière. Donc là, on a repris une croissance qui est stable et très dynamique, mais l'année dernière, ça a vraiment été un moment où on a presque un peu paniqué, entre guillemets, de se dire, voilà, notre outil est performant et efficace, mais sommes-nous parés, entre guillemets, voilà, à recevoir qualitativement tous ces nouveaux utilisateurs. Donc, ouais, effectivement, ça nous a forcé à développer aussi différents outils aussi éditoriaux, etc. Notre but, c'est de devenir aussi une source d'inspiration un peu au même titre que Loupi ou Découverto sur des GSL différentes, etc. Mais de se dire qu'il va y avoir aussi beaucoup de néophytes qui vont utiliser l'application et pas uniquement des férus d'outdoor. Et pour ces gens-là, il faut aussi qu'ils trouvent voilà, du contenu éditorialisé, préparé par des rédacteurs, etc. pour, voilà, et des fois travailler avec des institutions régionales, nationales. On commence à travailler avec la FFC, etc. Voilà, avec des institutions qui ont besoin éventuellement de plateformes telles que la nôtre pour avoir un outil performant pour donner du contenu déjà travaillé par eux, etc. Donc voilà, ça nous a mis le pied à l'étrier encore plus, bien évidemment. C'était déjà le cas avant, mais ouais, on a vu ça. Ouais. Sur les véloroutes également, il est observé de la part de Vélo et Territoire, hein, ce n'est pas un chiffre qui vient de moi, une augmentation de 30% de la pratique sur ces véloroutes. Si on enlève évidemment le manque de pratique, l'absence de pratique en plein Covid, en plein confinement, je veux dire, pas en plein Covid. Bon, après, sur notre application où on commence à viser le marché B2C qui est relativement jeune sur Loupi, nous, en pleine saison, on est monté à 40 000 téléchargements de l'application en France, donc, et en passant exclusivement souvent par une promotion qui est portée par les territoires. Voilà. Je fais une petite parenthèse tout à l'heure parce que je ne veux pas que ce soit mal pris. J'ai parlé de qualité, on vise, nous, un marché, des contenus de qualité. Et évidemment, ce n'est pas par opposition aux contenus sur Komoot qui viennent des utilisateurs, c'est pas du tout, faut pas mal le prendre, c'est pas, voilà, on vise dans notre marché du B2B et ce sont les destinations de nos clients et là, on a besoin d'afficher et puis c'est aussi notre modèle pour l'utilisateur. Bref, Il n'y a voilà. pas de problème, je le vis très bien. Je n'ai pas pris ça comme ça, il n'y a pas de problème. Je ferme la parenthèse. Besoin de rassurer des clientèles néophytes et qui peuvent découvrir l'activité par rapport à une clientèle qui peut être plus sportive. Voilà. Et statistiquement, effectivement, le néophyte est de plus en plus présent. Je pense qu'il est encore plus important que ce que les études peuvent montrer. Il suffisait d'aller dans les rayons des grands magasins de sport pour voir à quel point les rayons étaient dévalisés. On serait cru en pleine Russie en allant chez ces grands distributeurs. Pardon, j'ai un appel. Toi, tu vas te fâcher avec les Russes et avec les sportifs. Tu as décidé ce matin d'arroser tout le monde. Voilà, c'est ça. Et ce qui, je pense, implique une chose, c'est qu'on a un panel d'utilisateurs qui devient extrêmement différent et pour lequel il n'est pas spécialement facile de répondre en matière applicative. On va avoir à la fois l'aguerri qui va attendre des outils, celui qui a besoin de choses simples. Vincent en parlait tout à l'heure. Nous aussi, on est plutôt sur les aspects ludiques pour les néo-itinérants, sur différentes pratiques qui sont complètement démultipliées. Il y a Gravel qui arrive, il y a VE qui offre d'autres promesses, ce qui rend, nous, notre travail d'éditeur bien complexe. Parce que pour répondre à l'ensemble des besoins du slow tourisme, je ne suis pas certain qu'une seule application suffise et heureusement qu'aujourd'hui, il y en a plusieurs. Voilà.
On en a quelques représentants ici. Oui, puis je pense qu'effectivement, les utilisateurs testent les différents services que vous, les uns et les autres, pouvez leur proposer et sont probablement multi-utilisateurs, comme on le voit dans plein d'autres secteurs. Jérôme, de ton côté, tu as vu aussi cette évolution. Tu nous parlais tout à l'heure de l'équipement de vélos qu'on appelle dorénavant musculaires, avec des systèmes d'assistance électrique. Est-ce qu'il y a un vrai basculement de ce côté-là, comme les chiffres semblent le dénoter? Et est-ce que dans la pratique aussi, on a à la fois la pratique de loisirs, mais aussi une pratique au quotidien qui est en train de changer? Alors, je parle de différents points de vue parce que moi, j'ai une pratique plutôt sportive et j'ai une clientèle très sportive en termes de VTT il y a quelques années. Donc, j'ai une vision qui est un petit peu déformée. Maintenant, je me suis éloigné de cette clientèle et effectivement, j'ai une clientèle cycliste un peu plus généraliste. En tout cas, moi, ce que je constate aussi du point de vue d'observateur de mon domicile, ou ce qui est juste le long de la véloroute, c'est effectivement une fréquence de passage sur cet itinéraire cyclable qui est super, qui a beaucoup progressé depuis l'année dernière, et avec aussi un public qui la pratique, qui est monté un petit peu en âge, beaucoup plus de seniors sur des vélos électriques, ce qu'on ne constatait pas forcément il y a quelques années, ou alors de façon beaucoup plus rare, quoi. Donc là, moi, j'estime effectivement qu'il y a quand même un gros boom en termes de pratique sur un public qui avait quitté un petit peu le vélo et qui s'y remet du fait de la possibilité d'avoir cette assistance électrique. Voilà, pour réagir aussi à ce que disait Fabien sur les applications, les personnes qui viennent louer les vélos électriques à Lutzelbourg, les personnes qu'on a eues sont plutôt des personnes qui découvraient l'activité. Et du coup, malgré le fait qu'on propose des Couverto ou d'autres applications pour faire un petit peu leur itinéraire, ils sont suffisamment occupés par la prise en main des vélos et de la découverte de l'objet que finalement, on s'en tient aux itinéraires faciles, un aller-retour, pas trop de distance. Et en fait, on ne passe pas encore le cap de l'application pour aller plus loin ou faire son itinéraire. Ça, c'est un petit peu mon sens. Ouais, Jérôme, tu me disais d'ailleurs quand on échangeait qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient louer un vélo pour le tester avant un éventuel achat, finalement, pour une pratique plus intensive ou peut-être même plus quotidienne. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a à peu près 80% des personnes qui nous ont loué les vélos électriques pour lesquels c'était une première expérience du vélo à assistance électrique. Puis après, on en avait quelques-uns, effectivement, qui étaient plutôt en vacances et qui n'avaient pas leur vélo sur eux et qui ont profité du parc pour en faire sur place. Mais effectivement, la majorité, ce sont des personnes qui découvraient le vélo électrique. Je rejoins Jérôme pour compléter sur ce côté un peu, on ne va pas utiliser d'application pour s'orienter sur son vélo. Alors, ça vaut aussi pour le vélo dit musculaire, où le papier a encore la peau dure. Après, il y a tout le côté préparatif aussi, où le digital et les applications sont de vrais outils pour faire gagner du temps et sécuriser le trajet que l'on va prendre. Voilà. Après, sur la pratique, sur le calculateur d'itinéraire, je pense que Komoot et d'autres en proposent, comme nous, on continuera de le faire et d'investir dans ce domaine-là, parce que je pense que demain, avec le rajeunissement de la pratique du vélo en grande itinérance, on va avoir affaire à des profils qui ont l'habitude de manipuler ces outils et qui seront presque plus rassurés qu'un bout de papier dans la poche. Voilà. Ok, merci Fabien. Vincent, oui, je vois que tu voulais réagir directement. J'avais une question directe pour toi, mais… D'accord. Alors, je voulais dire à Jérôme Meyer, alors en fait, il se trouve qu'on travaille ensemble alors qu'on se connaît pas. C'est notre application. Et en fait, ce que vous venez de dire nous éclaire un peu parce qu'en fait, donc nous, en fait, on a commencé à travailler ensemble parce que c'est l'Office du tourisme qui avait organisé un certain nombre de parcours et qui nous avait demandé de les mettre dans l'application. Et en fait, au début, une fois qu'on a mis le système, enfin, ces circuits-là en ligne, on a remarqué qu'on avait à peu près, parce qu'en fait, nous,
tout l'ensemble du système est totalement anonymisé. On n'a pas besoin de s'inscrire sur Découverto, donc on ne peut pas vous dire qui vient et combien de fois il vient. Par contre, on a le nombre d'utilisation de parcours et on l'a soit si les gens le regardent par leur ordinateur ou alors s'ils le téléchargent sur leur smartphone. Et en fait, au départ, on remarquait que c'était pour chaque parcours qui sont proposés pour vous, c'était à peu près une trentaine de personnes qui les regardaient par ordinateur et on n'avait pas de téléchargement sur les appareils smartphones. Et avec le temps, en fait, les téléchargements sur les smartphones se sont faits de plus en plus nombreux. On n'atteint pas à peu près l'équilibre, on reste toujours sur à peu près une trentaine. Alors là, je parle à chaque fois par circuit, hein, trentaine d'utilisations par semaine sur l'ordinateur, et maintenant on est à peu près à une vingtaine de téléchargements. Donc ça pourrait être expliqué par le fait qu'en fait les gens viennent peut-être tester le vélo chez vous, et ensuite qu'ils utilisent l'application une fois qu'ils ont un propre vélo. Parce que ça, on avait un peu du mal à l'analyser, mais là, du coup, par rapport à ce que vous venez de dire. Alors, ouais, moi j'ai aussi une petite observation là-dessus, c'est que effectivement, les points de départ des balades qui ont été mises en place pour Vélocation, elles partent effectivement du centre de Luxembourg et elles utilisent des parkings qui ne sont pas très loin de chez moi. Et je constate effectivement une fréquentation de vélos et de gens qui viennent se garer là. Je suis persuadé qu'ils utilisent des applications, mais ce n'est pas ma clientèle en fait. C'est des gens qui bénéficient de l'application, mais ce n'est pas ceux qui viennent louer le vélo parce qu'ils sont déjà tellement occupés par la prise en main du vélo, etc., qu'ils n'ont pas préparé suffisamment ils n'ont pas eu besoin de préparer leur itinéraire pour l'instant. Et je constate ça, ouais. Sur les vélos que vous louez, il y a un système de portage du smartphone ou pas? Oui, tout à fait. Ouais. Il y a un package complet. On peut les équiper pour les enfants, des sièges enfants, des vélos tractés, de la bagagerie, les casques, etc., anti-vol, et effectivement un support de smartphone universel. Et sur la réservation, hein, on fait référence à l'application pour que les gens puissent préparer leur itinéraire. Mais voilà, on est aussi sur plus de la location à la demi-journée, donc 3 heures. Donc voilà, c'est pas très long. On est vraiment on découvre tranquillement le vélo électrique, le VTC électrique sur des parcours qui sont plutôt courts. Et beaucoup en famille également. Donc du coup, il n'y a pas le challenge sportif, il n'y a pas la volonté d'aller forcément très loin. On prend le temps et puis on y va tranquille, quoi. L'aspect famille, c'est aussi pardon Ludovic, l'aspect famille est aussi l'une des grandes évolutions. Je pense que si on regarde 10 ans en arrière, voire un peu plus, on a l'image de ce vieux routard barbu, crassu, tout maigre, qui se balade sur son vélo et qui fait des jours et des jours de vélo en enfilade. Aujourd'hui, vous allez sur une véloroute, on va trouver des chariotes avec des gamins dedans, des jeunes couples, et ça défile, hein, ça défile. Il y en a un paquet comme ça aujourd'hui, hein. Donc, c'est cette preuve que voilà, la clientèle change énormément et cette pratique devient de plus en plus attirante, voilà, pour le public. Je reviens vers Vincent, tu nous évoquais tout à l'heure justement cette modification en termes de contenu que vous avez vu, hein, avec cette période de crise sanitaire. Est-ce qu'il y a eu aussi une explosion du nombre de visites et de téléchargements, que ce soit sur ordinateur ou sur l'application? Ouais, ce qui nous a vraiment surpris, parce qu'en fait, le premier confinement a duré 2 mois. Et en fait, on n'a plus du tout suivi, parce qu'en fait, on a notre rapport d'activité une fois par semaine. Et là, comme on est arrivé sur le confinement, on a complètement lâché l'affaire, puisqu'en fait, techniquement, les gens ne devaient plus l'utiliser. Et c'est quand on voyait venir la fin du premier mois de confinement qu'on a replongé un petit peu dans l'application. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait eu un boom d'utilisation, puisqu'en fait, comme dit, chez nous, il y a une partie, c'est-à-dire soit on utilise le circuit sur le smartphone pour être guidé et pour avoir les informations, et en fait, on a vu que les gens ont utilisé l'application énormément sur l'ordinateur. C'est-à-dire, en gros, nous, on a 3000 utilisateurs par semaine, et pendant le premier mois de confinement, on est passé à 4000 utilisations, mais à ce moment-là, rien sur les smartphones, ou quasiment rien, et tout
Donc, on pense que ce sont des gens qui ont entendu parler de Découverto, mais qui n'avaient pas le temps de regarder. Puis là, le confinement a fait que on dit, ouais, là, on a le temps de regarder un peu ce que c'est, quoi. Et après, quand on est sorti de confinement, là, ça a été vraiment un boom. Je crois qu'on avait la première et la deuxième semaine aux alentours de 11 000 utilisateurs par semaine, quoi. Oui, donc un ouais. triplement des visites. Bah, nous, déjà, le fait qu'on soit à 3000, parce que comme vous disiez, on est une toute petite assoce. Donc, pour nous, en gros, on a fait aussi l'application pour nous, pour nous aider, puisqu'on emmène des groupes. C'était un peu un outil de sécurisation. Et donc, on pensait peut-être, en le partageant, que ça intéresserait 10, peut-être un jour 50 personnes par semaine. Et là, donc, du coup, déjà, rien que le fait d'être à 3000, pour nous, c'est un truc complètement dingue. Donc là, quand on était passé à 11 000, c'était vraiment phénoménal. Daniel, du coup, quand on représente une collectivité et qu'on voit ces pratiques en très, très forte hausse, au-delà de l'aspect sécurisation qu'on évoquait, ça donne des responsabilités. Vous avez envie d'encadrer davantage ces pratiques, d'essayer de les développer. Quelle est l'action finalement de Moselle Attractivité du département sur ces sujets? Alors, c'est vrai qu'on essaie de développer et il y a beaucoup de territoires, effectivement, qui souhaitent développer, justement, qui souhaitent développer leur chemin de randonnée, leur piste cyclable, leur véloroute, leur voie verte. Donc là, on sent vraiment qu'il y a un gros engouement par rapport à ça. Je vous parlais tout à l'heure également du travail qui est fait autour de la voie bleue, donc cet itinéraire qui part de la frontière luxembourgeoise et qui va jusque Lyon. Et au travers de ce comité d'itinéraire, on ressent vraiment l'engouement incroyable autour de ce projet, aussi bien de la part des élus, puisque donc c'est quand même un itinéraire qui a été mis en place grâce au concours de 29 partenaires collectivités. Donc la mise en musique de tout ce monde-là est intéressante, ça fait des échanges hyper intéressants et vraiment il y a un gros engouement autour de cette véloroute. D'ailleurs, les chiffres le montrent. Les consultations du site internet La Voie Bleue ont explosé. Donc, le site, il a 1 an, le site, hein. Donc, du coup, on voit déjà que La Voie Bleue se place dans les plus grandes véloroutes françaises au niveau de l'intérêt porté par les internautes. Donc, effectivement, on voit vraiment l'engouement aussi au travers d'Accueil Vélo et du fait que l'Accueil Vélo soit très demandé par les prestataires. Beaucoup de partenaires nous demandent à être labellisés Accueil Vélo. Comme je vous le disais tout à l'heure, à part 2020 qui a été vraiment une année blanche, 2019 et 2021 ont été des bonnes années pour les labellisations. Et au travers de toutes ces actions-là, on sent vraiment un très très fort engouement pour toutes les pratiques d'itinérance douce et de pleine nature en général. Alors, on le disait avec Jérôme, le support de smartphone est devenu un accessoire presque incontournable. Est-ce que malgré tout, on en reste plus aux éléments papier? Alors, je sais que pour toi, Mathias, évidemment, ce n'est pas forcément le cas, ou en tout cas, ce n'est pas ce que tu souhaites. Chez Découverto, on a un petit peu les deux, à la fois la collection papier, à la fois ce qui est en ligne. Et puis, Jérôme, donc, tu évoquais le fait que les clients, entre la découverte de ce nouvel outil que peut être un VAE ou un VTAE, et puis son téléphone, son smartphone dans l'autre main ou sur le support, ça peut devenir un peu compliqué. Comment vous voyez cette évolution? Est-ce que ce sont les pratiquants les plus aguerris finalement qui vont ensuite se tourner vers le smartphone ou l'ordinateur pour préparer avant, en tout cas sécuriser au mieux leur parcours et puis ensuite sur place se rassurer de temps en temps? Enfin, comment ces gens utilisent finalement les différents outils qui leur sont mis à disposition selon vous? Alors, je veux bien commencer. Du coup, je ne sais pas si c'est vraiment exactement ce qu'on souhaite, que les gens n'utilisent plus de cartes. Enfin, je ne suis pas dans mon salon présentement, sinon je vous montrerai que tous mes murs sont couverts de cartos et c'est à peu près pareil pour tous mes collègues. En vrai, notre souhait le plus profond, et je pense que c'est le souhait qu'on partage à peu près tous autour de cette table, c'est de pouvoir donner accès à chacun avec nos offres différentes au monde extérieur, à la nature et à tout ce qu'elle peut proposer en fonction des typologies de gens qu'on peut toucher, etc. Donc, non, moi, je suis
Je pense que je connais beaucoup de gens autour de moi qui utilisent Komoot et qui prennent une carte avec eux parce qu'ils ont aussi cet amour du support papier que moi j'ai aussi, comme exactement j'ai l'amour du support physique quand j'écoute de la musique. C'est vraiment pour nous important d'avoir cette complémentarité. C'est aussi pour ça qu'à titre personnel, je travaille beaucoup avec des bouquins, des éditeurs de bouquins, des gens qui veulent avoir des supports papier, etc. Parce que pour nous, c'est aussi une solution complémentaire qui peut vraiment fonctionner en synergie. Alors après, en termes d'outils, c'est vrai qu'on va peut-être nous s'adresser à une population. Bah déjà, on est, je pense, l'appli en termes d'échelle la plus, on va dire, grand public, peut-être moins ciblée vu qu'on est une appli globale, on va dire. Donc, par rapport à Découverto qui est très ciblé sur un territoire, qui propose du contenu hyper qualitatif et hyper éditorialisé qu'on ne pourra jamais proposer sur un type de territoire. Donc, c'est trop bien qu'il y ait des applis complémentaires comme ça. Mais nous, on va s'adresser aussi effectivement à des publics un peu plus, entre guillemets, jeunes. On va dire que notre cible à la base, ça va être du 18-40 ans, beaucoup plus. Mais Komoot vient donc d'un pays qui s'appelle l'Allemagne, où on doit être à peu près 10 millions là-bas, et il y a énormément de gens qui sont plutôt adultes d'âge mûr, voire retraités, qui utilisent bien volontiers l'application. Et moi, je suis très surpris de voir que la communauté Komoot, quand j'ai commencé à la développer en France, il y avait des gens vraiment de tous âges et qui étaient extrêmement à l'aise avec cet outil. Voilà, nous aussi, on a aussi ce truc qu'on travaille avec des marques de montres, on travaille avec des marques de GPS, etc., pour que Komoot soit aussi une solution d'intégration. On peut planifier tranquillement sur ordinateur avec l'écran, l'avantage d'avoir un grand écran, tel ou tel trajet, tel ou tel voyage, etc., pour le retrouver sur le GPS du vélo électrique Bosch du voisin ou sur la petite montre GPS qu'on s'est acheté à Noël, etc., etc. Donc, du coup, on va essayer de couvrir le plus d'usages possible, en sachant qu'on peut avoir un très joli bouquin sur la table basse qui va contenir des cartes Komoot et en même temps le dernier GPS, dernier cri qui va aussi fonctionner. Donc nous, on n'a pas, on a bien évidemment pour objectif voilà, de gagner en utilisateur et de continuer à progresser, mais on ne voit pas cet aspect technique entre guillemets de l'utilisation de l'application comme une contrainte entre guillemets. On n'a pas eu, voilà, ça nous arrive d'y réfléchir, mais c'est pas, voilà, c'est pas la on voit ça plutôt comme une opportunité que comme une contrainte, et pour l'instant, on n'a pas de gros bloqueurs, en tout cas, sur ce sujet, quoi. Fabien, de ton côté, sur l'utilisation de l'outil et des deux aspects, il y a l'outil voyage où on est peut-être plus dans la préparation, l'anticipation, et puis ensuite sur la destination avec l'application. Quel est le type d'usage et le type de clientèle du coup? Je pense qu'aussi, ces deux supports sont totalement complémentaires et on ne peut pas s'opposer de toute façon aux besoins du client qu'on doit écouter. Et ce besoin, il est ultra présent. Maintenant, le digital peut être un outil pour justement créer le support dont on a besoin et peut-être un peu moins ces plaquettes ou ces cartes qui sont éditées à grande échelle, qui essaient de répondre à tous les besoins. On a une possibilité de personnaliser le support papier qu'on peut imprimer chez soi ou qu'on peut garder sous forme PDF, parce que bien souvent, on passe par une forme numérique intermédiaire qui est le PDF, que je peux partager, pas forcément imprimer, ou imprimer et du coup le mettre sous mon plastique sur la sacoche du vélo. Donc c'est plutôt dans ce sens-là que nous, on permet, on se complète avec du papier, avec en plus, malgré tout, parce que ça existe, c'est aussi une autre vie de ces fameux topo guides qui sont encore très demandés. Même parfois dans les boutiques en ligne, c'est l'objet le plus vendu. Je pense notamment à Chamonix, qui est un client donc de l'agence Moustique que je dirige. Et la boutique en ligne, Chamonix, vend en ligne pas des mugs, pas des bols ou des t-shirts Chamonix, mais plutôt des topo guides. Voilà. Donc ces topo guides, on peut également les retrouver sur la marque blanche Loupi associée à chacun des parcours pour venir compléter ou alors on le génère automatiquement. Voilà. Donc incontournable, incontournable. Voilà. Et ça ne s'oppose pas, au contraire. Jérôme, j'aimerais qu'on revienne sur l'expérience que vous menez justement avec l'Office de tourisme de Phalsbourg. Donc, l'idée, c'est de mettre à disposition d'hébergeurs un parc vélo et que les hébergeurs peuvent proposer du coup à leur clientèle. C'est un service additionnel au final que conjointement vous leur proposez, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, bon, la proposition de location des vélos électriques, bon, c'est avant tout déjà quand même un vecteur de découverte et une volonté de l'Office de tourisme
de proposer un outil pour découvrir le territoire et voilà, d'aller voir les points d'intérêt, etc. Mais effectivement, une des facettes un petit peu de cette proposition, c'était aussi de pouvoir projeter les vélos, entre guillemets, et les déplacer et les emmener chez les hébergeurs pour qu'ils puissent proposer une activité supplémentaire ou en tout cas une facilité pour leur public. Tout à fait, ouais. Donc, c'est vous qui amenez chez l'hébergeur. En fait, l'hébergeur le propose à son client qui dit bah oui, j'en veux bien 3 pour la semaine. L'hébergeur vous contacte et vous amenez sur place. On a la possibilité, effectivement, pour un groupe ou pour un gîte, effectivement, de déplacer les vélos et de les emmener sur place pour que le client, s'il est à pied, il ait cette facilité-là. Oui, tout à fait. Et alors donc, après, c'est quelque chose qui... le service de location s'est mis en place au printemps, et un peu tardivement, avec les problèmes d'approvisionnement. Et ce n'est pas quelque chose qui a été demandé pour l'instant. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on souhaite valoriser et développer. En tout cas, on a la possibilité de le faire. Après, on a eu aussi la possibilité on a eu quelques groupes à qui on a proposé un service un peu plus clé en main sur la découverte du secteur, et notamment autour du plan incliné et de la vallée des Éclusiers. Ça, c'est quelque chose qui a bien fonctionné. Et on est quand même en capacité d'accueillir 14 personnes et de les équiper en vélo, quoi. C'est quand même un petit parc. C'est pas inintéressant. Ok, ouais, et puis surtout, moi, vu de l'extérieur comme ça, je trouve que c'est un partenariat intéressant entre un acteur public, un acteur privé et un autre, donc les hébergeurs, pour fournir un service supplémentaire sur une demande qui est probablement de plus en plus forte, avec du matériel qui n'est pas forcément évident d'emmener pendant ces vacances, hein, même si beaucoup de gens débordent des lots maintenant et préfèrent garder leur matériel, mais c'est une offre complémentaire et de découverte qui va être intéressante. J'imagine que vous autres aussi, qui travaillez plus sur l'aspect techno, vous avez des partenariats avec des acteurs publics, notamment sur de la fourniture de données ou ce genre de choses. Mathias, je reviens vers toi sur Komoot. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une volonté de travailler avec des acteurs publics, alors chez nous en France, communauté de communes ou département ou office de tourisme? Est-ce qu'il y a des demandes? Alors, il y a une vraie volonté et il y a des demandes. Je pense que par rapport à mes collègues et confrères, on est peut-être, entre guillemets, un peu en retard vis-à-vis de ça, tout simplement parce que on préférait que l'application devienne suffisamment forte et une communauté suffisamment forte en France pour pouvoir vraiment commencer à proposer des collaborations qualitatives avec ces structures. Pour l'instant, moi, ayant plutôt l'entrée communautaire, entre guillemets, venant plutôt de la communauté vélo, j'ai commencé à travailler directement là-dessus avec, je pense, avec le département de l'Ariège, par exemple, avec le département de l'Oise, etc. On commence à travailler parce qu'eux, ils cherchent vraiment à avoir une plateforme technique hyper facile à utiliser pour mettre en place des itinéraires qui sont travaillés par des experts locaux, qu'on va pouvoir nous éditorialiser grâce à un outil intéressant et qui vont pouvoir du coup être diffusés via des sites de longue traîne comme voilà, les sites institutionnels des offices de tourisme de chaque département ou éventuellement via des newsletters ou voire même des événements, etc. pour que du coup les gens qui tombent sur les itinéraires vélo aient une solution technique clé en main. Après, nous, on a des solutions B2B aussi qu'on n'a pas encore implémentées en France, mais qu'on va pas tarder à implémenter, j'imagine. Je peux vous parler déjà de ce qui est le cas en Allemagne. Admettons que l'Office du tourisme des Alpes bavarois, je ne sais pas si ça existe, hein, je prends un exemple, ait envie de mettre en avant un nouveau circuit alpin de randonnée, par exemple, au lieu de prendre une sponsor Facebook un peu standard qui va leur coûter X euros et qui va juste ramener les utilisateurs sur un site, sur une page. Là, du coup, on va pouvoir sponsoriser directement du contenu, ce qu'on appelle une collection dans Komoot. Donc, c'est vraiment genre un endroit éditorialisé avec du texte, des photos, 3, 4, 5, 6 traces, des POI, etc., qui vont être écrits conjointement par l'Office du tourisme et nos rédacteurs, et du coup, qui va être mis en avant tout simplement. On a ce fameux fil d'actualité qui nous permet de mettre en avant du contenu. Voilà. Donc, du coup, en Allemagne, c'est ça qui se passe. On a, si je dis pas de bêtises, une structure institutionnelle, ça doit être la Grande Mode, je crois, en France, qui a cherché à contacter tout simplement des touristes étrangers, qui a fait ça avec nous. Pour l'instant, des structures françaises qui veulent éventuellement mettre en avant du contenu pour un public français
on va le faire de manière beaucoup plus déjà win-win qualitatif sans forcément d'argent impliqué d'échanges monétaires. Moi, je vais les aider à fabriquer du contenu et je vais leur proposer des solutions pour amener le contenu vers ces utilisateurs. Donc oui, nous, c'est vraiment des acteurs qui nous intéressent. On est à la base une appli purement B2C, mais on a ce petit aspect B2B qui aussi fait partie de notre modèle économique. Et voilà, les acteurs locaux, c'est les plus grands experts sur leur territoire, donc on en a bien conscience. Donc si on veut offrir du contenu qualitatif à nos utilisateurs et utilisatrices, c'est hyper intéressant de travailler avec ces gens-là, bien évidemment. Et un intérêt pour eux donc de venir, entre guillemets, annoncer chez vous pour recruter d'éventuels voyageurs qui vont être intéressés par les territoires et les prestations qui sont proposées du coup. Voilà, tout à fait. Vu qu'on a quand même une base d'utilisateurs qui est déjà conséquente et qui est en croissance, c'est aussi ça qu'ils viennent chercher chez nous. Et puis c'est aussi, je pense, crédibilisant, entre guillemets, de dire qu'on travaille avec des applications comme ça, parce que voilà, ça permet aux utilisateurs qui soit ont entendu parler de Komoot, soit ne le connaissent pas, se disent ok, bon, c'est une appli sérieuse, etc. Si telle structure touristique me propose un panel des trajets à effectuer ou de points d'intérêt via Komoot, c'est que c'est sécurisé, c'est que c'est béton et que je peux lancer les navigations sans me poser de questions, ça va être bien, quoi. Fabien, tu nous parlais aussi tout à l'heure d'un objectif d'aller vers le B2C. Alors, peut-être un petit point de vocabulaire pour ceux qui ne sont pas forcément dans ces univers business et anglophones. Quand on parle de B2B, c'est qu'on donne un service à des acteurs professionnels. Quand on parle de B2C, le C, c'est le consumer. Et donc, on vise directement le grand public. Donc, vous êtes sur ces deux modèles. Fabien, tu évoquais tout à l'heure donc, le modèle vers le consommateur directement, mais il y a aussi un modèle avec les destinations. Comment ça fonctionne aujourd'hui et quelles sont les destinations qui font appel à vos services et quels sont leurs objectifs à travers ça? Alors, je viens de changer mon micro, tout ça, la projection. Vous m'entendez toujours, ça va? On entend bien, ouais. Ok, super. Ah, il y a un petit écho. Et un petit écho? Ça va quand même ou change? Non, il y a un petit écho uniquement quand moi je parle, donc je vais m'abstenir. Bon, merci de te taire, c'est gentil. Donc, en fait, la notion de partenariat est donc B2B, alors c'est vrai que c'est très, très business de parler comme ça, mais partenariat, elle est très développée chez nous, elle est même dans l'ADN de Loopy, parce que moi je pense depuis le début, et je l'ai déjà dit un peu tout à l'heure, que l'itinérance au sens large, pas que vélo, elle est ultra complexe au regard des cibles, des pratiques, des besoins, d'hébergement, de tracés, etc. Donc elle est dans notre ADN. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'être plusieurs pour offrir tous les services qu'on aimerait offrir donc aux visiteurs pour lui rendre la vie la plus simple possible. Donc, de fait, on a basé notre modèle sur des partenariats avec les destinations, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour récupérer des contenus qui soient à la fois du POI ou de la balade. On va avoir également des partenariats côté plus business avec de la place de marché, de la réservation en ligne. Aujourd'hui, on a du camping. Demain, on aura une étendue sur d'autres types de réservations pour l'hébergement. On parlait tout à l'heure de la location vélo, transport vélo, ça va être pareil. Donc, on va rassembler à la fois le côté un peu collectivité, mais également le côté professionnel pour avoir tous ces services dont l'utilisateur a besoin, parce qu'on est obligé de piocher à gauche et à droite finalement, sans compter les partenariats, on va dire, implicites que beaucoup d'entre nous utilisent. Je pense à l'open data, toutes ces données libres qui sont à disposition. Je pense aussi à OSM, la donnée cartographique. Je pense qu'on est nombreux à utiliser cette information-là. On a également, nous, de la data SNCF. On est multimodal et on va l'être de plus en plus. On va bientôt sortir ce calculateur d'itinéraire multimodal. On l'est déjà avec sur loopy-voyage.com, on le sera de manière beaucoup plus étendue sur le bus, sur tout type de transport. Donc, c'est incontournable les partenariats. C'est impossible de faire autrement. Et c'est que le début. Ok, merci Fabien. Vincent, de ton côté, tu travailles également avec des collectivités. Alors, demain, tu nous parlais de musées tout à l'heure pour lequel vous créez finalement
des balades culturelles, ou est-ce que c'est dans le cadre associatif avant tout pour vos propres besoins et celles des adhérents hein, qui vous questionnent? Alors, ça dépend vraiment des musées. C'est-à-dire, nous, de toute façon, on reste toujours dans le cadre associatif, hein. Euh, les partenariats qu'on a avec les différents musées, en fait, il n'y a pas d'interaction financière entre les deux, quoi. C'est-à-dire, c'est juste une question d'organisation. À un moment donné, on se met en accord avec un musée. On a aussi beaucoup de demandes, puisqu'en fait, on a des partenariats, par exemple, avec le parc des Vosges du Nord. En fait, on fait des prestations pour eux, notamment en adaptant la randonnée pour du personnel handicapé, où en fait, on fait des sorties en goélette sur ce type d'activité. Et en fait, c'est régulièrement les musées qui nous demandent, je parle pour les parcs des Vosges du Nord, de faire, par exemple, le matin quelque chose dans le musée et ensuite d'aller faire un parcours en rapport avec le musée. Donc, c'est-à-dire pour nous, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir un contenu culturel plus fort que ce qu'on a d'habitude ou au moins un peu différent. Et pour eux, en fait, ça leur sert surtout de publicité, quoi. Après, on a aussi des partenariats avec des offices du tourisme, aussi avec certains restaurants, mais c'est vraiment, c'est pas des partenariats forcément officiels, quoi. C'est à un moment donné un office du tourisme qui nous demande est-ce que ça vous dérange? Voilà. Donc, et puis après, on a certains offices du tourisme, par exemple, alors où on propose des flyers comme ça. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. En gros, l'idée, c'est si maintenant, par exemple, un office du tourisme nous demande de mettre une quinzaine de circuits autour de chez eux, il nous arrive de faire ce type de flyer où en fait, on a la partie un peu technique et puis la partie qui décrit les circuits autour de l'office du tourisme, quoi. Donc ça, c'est dans les périodes où on a de l'argent, on le fait. Et puis dans les périodes où on n'a pas d'argent, si vraiment un office du tourisme le veut, on lui demande juste qu'il finance la fabrication l'impression du flyer. Oui, ce qui reste quand même très raisonnable. Voilà, c'est ni B2B c'est plus, ça reste vraiment très associatif, quoi, hein. C'est de l'ordre de l'arrangement entre copains, quoi. Et comment on fait justement dans ce cadre associatif pour maintenir une qualité dans l'ensemble des contenus que vous produisez et puis continuer de le développer? Parce qu'on parlait tout à l'heure de rayonnement régional, mais ça commence à s'étendre un petit peu. Vous continuez de faire ça entre copains le week-end ou ça devient une activité qui se professionnalise un petit peu? Non, ça se professionnalise absolument pas. C'est vraiment la bande de copains qui, comme dit, alors le gros de notre activité, c'est quand même d'emmener du public sur le terrain, quoi, hein. Donc on est quand même en contact réel avec les gens. Et en fait, c'est au fur et à mesure, admettons qu'on décide d'aller découvrir, je sais pas, le château du Tselbourg. Bah, du coup, on va réfléchir à différents parcours et on va mettre ces différentes idées sur l'application. Et on décidera le jour même, en fonction de la météo, du type de groupe, quel parcours on va choisir. Donc, en fait, ça s'étoffe au fur et à mesure de nos activités principales. Et après, quand on va un peu plus loin, par exemple, on a des parcours au Danemark, on a des parcours, ça suit un petit peu le planning de nos vacances respectives. Quand il y en a un qui va en vacances en Bretagne, il prépare ses vacances et en fait, comme il utilise l'application, automatiquement, tout le monde a accès au parcours qu'il a mis, quoi. Mais c'est vraiment, il n'y a pas de professionnalisation en vue, quoi. L'idée, c'est de rester un truc de copain et de privilégier la qualité, mais pas de professionnalisation. Mais quand on voit le type de contenu et aussi de support, ça suppose que sur ce groupe de copains, il y a un historien, il y a un géographe, il y a un gars qui est capable de maintenir une application sur Android et sur iOS. Ça commence à élargir le groupe de copains à certaines compétences, non? Non, pas vraiment. En fait, c'est vraiment c'est-à-dire à la base, on est juste des passionnés de la compréhension des systèmes qui nous entourent. Donc, en fait, on cherche sans arrêt à comprendre. Et du coup, après, l'idée, c'est ce qu'on a à peu près compris correctement, on essaye de le repartager derrière, quoi. Donc, c'est plus parce qu'on vieillit et qu'en fait, on a, à force de vieillir, une acquisition qui se fait de plus en plus importante, qu'en fait, on a de plus en plus de choses à partager, quoi. Mais en fait, comme on est, mis à part Cédric, qui est vraiment celui qui s'occupe du maintien et puis de l'ensemble de la fabrication de l'application,
Les autres, on est plus entre guillemets, des touristes perpétuels. On est des généralistes, c'est-à-dire on est capable de parler d'histoire, de géologie, mais aussi de biodiversité, d'écosystèmes, mais on n'aura pas les mêmes compétences que quelqu'un dont c'est le métier, quoi. Le partenariat avec les musées nous aide aussi beaucoup, puisqu'en fait, d'une part, c'est du temps de partage où en fait on va acquérir des connaissances. Hein. Quand le musée nous prête un guide pour aller se balader dans la forêt, pour nous, c'est une mine d'informations. Et du coup, cet ensemble de partenariats fait aussi que si à un moment donné, on arrive sur un terrain qu'on a envie de découvrir, mais qu'on ne connaît pas forcément très bien, là, ça nous offre un panel de gens entre aussi bien le CNRS que les différents musées. Ça nous aide vraiment beaucoup à avoir, par exemple, là, on a fait des sorties sur le loup cette année. Donc là, d'avoir des contacts au parc de Sainte-Croix et puis d'avoir des contacts avec le CNRS, ça nous permet d'avoir vraiment une qualité, c'est-à-dire avant de lancer les sorties, on fait une vérification avec les deux entités qui valident en fait ou pas le discours, quoi. Et ensuite, si jamais il n'est pas validé, on corrige là où on n'est pas bon. Et, mais c'est-à-dire à la base, le projet comme ça, il semble, on a l'impression que c'est juste des gentils. En fait, c'est plus égoïste en réalité. Nous, ça nous intéresse, on fait ce qui nous plaît, et après, si ça peut profiter à d'autres, tant mieux, quoi. Alors, Daniel, je reviens vers toi. Quand on voit cette multiplicité au final d'offres, de services, de prestations, des plateformes professionnelles, l'associatif qui aussi, avec la simplification finalement des outils de mise en ligne, produit également plein de choses de qualité. En tant que collectivité qui veut aussi offrir ses propres services, comment on fait le tri dans tout ça? Comment on s'organise? Et puis, comment on prend la décision de sortir une application aussi sur les balades, hein. On disait en introduction, un peu plus de 250 balades qui sont proposées sur la Moselle, avec l'accès évidemment aux quelques dizaines de milliers de points et d'objets touristiques que vous gérez dans une base de données, d'ores et déjà. Là, j'imagine que le problème, c'est plus de faire le tri finalement dans tout ça. Et quelle est votre réflexion par rapport à tout ce qui foisonne aujourd'hui pour proposer le bon service aux voyageurs et les attirer peut-être aussi vers votre département? Alors, effectivement, donc on a mis en place une application mobile suite à la crise sanitaire. Les élus ont décidé de mettre l'accent sur tout ce qui était activité de pleine nature pour faire ressortir les gens dans la nature, les faire reprofiter de la nature. Et donc, un peu dans la hâte, on a mis en place une application mobile qui s'appelle Balade en Moselle. C'est une application donc, qui effectivement fonctionne sur les flux Sitlor. Donc, Sitlor, c'est le système d'information touristique lorrain. Et donc, il y a un flux qui a été créé entre donc Sitlor et l'application mobile, ce qui permet de remonter toutes les données qu'alimentent les offices de tourisme producteurs de données. Donc, grosso modo, quasiment tous les offices de tourisme mosellans. Et du coup, ça nous permet d'avoir vraiment une assurance de la qualité de ce qui remonte dans l'appli, puisque c'est vraiment des informations qui sont validées, vérifiées, etc. Donc, il y a vraiment cet aspect production de la donnée de qualité qui est important pour nous. Après, en termes d'offres, sur l'appli, comme tu disais, on a à peu près 250 circuits de randonnée. Donc, on a souhaité mettre l'ensemble de l'offre dans la même appli, qu'on ait de la randonnée pédestre, du vélo, du VTT. On a même des choses en canoë-kayak, en raquette, en trail, en poussette, etc. Donc, on a même des choses en voiture, hein, puisqu'on a quelques routes des vins, des routes thématiques. Donc, il y a vraiment une volonté d'avoir un seul outil pour l'ensemble de l'offre d'itinérance. Comme tu le disais également, on a une grosse quantité de points d'intérêt, donc de POI qui nous remontent grâce aux productions des offices de tourisme. Et du coup, l'application est à la fois une application de randonnée, mais c'est aussi une application touristique, puisqu'elle permet également à quelqu'un qui ne fait pas de la rando d'utiliser aussi l'appli pour aller dans un hébergement, réserver un restaurant, un site touristique, etc. Donc, il y a cette double entrée qui est vraiment intéressante, quoi. Après, effectivement, sur
sur ce qu'on met sur l'appli, donc on essaie de rester quand même sur des choses de qualité, enfin, qu'on estime, nous, en tout cas, être de qualité, à savoir le PDI pair. Donc, on a quand même 3000 km de sentiers pédestres, équestres, VTT au PDI pair. Pour l'instant, on reste sur ce PDI pair, avec peut-être une petite évolution pour assouplir un petit peu les règles du PDI pair, pour pouvoir rentrer des choses sur des territoires et éviter les trous dans la raquette pour certains territoires. Après, sur ce qui est de l'offre cyclable, là, on y met à peu près tout ce qui est, on va dire, grosso modo, d'intérêt touristique, les véloroutes, bien sûr, tout ce qui est voies cyclables intéressantes, itinéraires cyclables en voirie partagée, voilà. Qu'est-ce qui pousse, Daniel, aujourd'hui, une collectivité comme la vôtre à monter son propre outil plutôt que de regarder ce qui se fait dans le monde du privé et d'éventuellement en prendre une en marque blanche ou de la pousser? Est-ce qu'il y a cette réflexion justement sur la donnée de qualité et sur laquelle vous avez la maîtrise, sur la maîtrise de l'outil ou sur le fait que c'est un peu compliqué de trouver finalement l'acteur privé qui développe exactement tout ce qu'on veut? Oui, il y a un peu de tout ça. Je pense qu'on souhaite vraiment avoir une information qui remonte, qui soit de qualité. Après, il y a aussi la volonté de vendre la destination Moselle, donc d'avoir vraiment une application qui soit dédiée à la Moselle, qui montre l'offre mosellane. Après, je ne dis pas que c'est évident. Il faut quand même assurer continuellement la promotion de l'application si on veut qu'elle soit téléchargée de manière importante, parce qu'à partir du moment où on arrête d'en faire la promotion, on constate assez rapidement qu'elle est moins téléchargée. Il y a aussi, voilà, il y a l'aspect, c'est aussi un peu politique quelque part, hein, il faut le dire hein, clairement, hein, de vouloir mettre en avant son territoire, quoi. Mais oui, tu nous as bien dit tout à l'heure, les élus ont voulu, au sortir du confinement, c'est tout à disposer fait d'un une outil qui les incite. Ouais. c'est tout à fait une décision qui a été prise par les élus de développer cette application mobile. Donc à partir de ce moment-là, voilà, c'est… Très bien. Peut-être une question complémentaire sur l'aspect technique. On a tout à l'heure parlé rapidement d'OSM, donc OpenStreetMap, qui est un système cartographique plus ouvert hein, que le sont les autres et qui, justement, contrairement à Google Maps, reste pour l'instant gratuit d'accès. Google Maps, qui avait taillé des croupières à tout le monde en devenant payant, a vu un petit peu ses parts de marché fondre, hein, et notamment dans tout l'institutionnel. On parle aussi de l'hygiène. Quand on parle notamment des cartes papier, je pense qu'on a tous en tête ces cartes au 25 millième de l'IGN, qui lui avait fait le choix au début des années 2000 hein, d'avoir un service payant et qui là, pour le coup, lui, s'était fait tailler des croupières par Google Maps à l'époque sur les services en ligne. Aujourd'hui, IGN revient avec des services proposés en ligne et a priori gratuits. Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui à choisir l'une ou l'autre des solutions? Est-ce que c'est l'habitude de travailler avec OSM? Est-ce que c'est justement le manque d'habitude de travailler avec un acteur comme IGN, pourtant bien connu de l'ensemble des clientèles, en termes de topoguide notamment? Vous avez un avis là-dessus? Je pense notamment aux plateformes technologiques, hein, ou peut-être aussi, Vincent, si tu as la réponse, même si j'ai bien compris que ce n'était pas toi le geek de service qui faisait ces choix technologiques, forcément. Alors, ces choix-là, on les fait quand même. C'est-à-dire, Cédric, c'est vraiment l'informaticien, mais après, Ouais. tous ces choix-là, ils sont discutés entre nous. Donc, alors, si je me souviens bien, il me semble que nous, on utilise le calculateur de Google Maps pour la position et que dessus, on superpose une carte qui doit être OSM. D'accord. Alors, quand on va quand on regarde les parcours sur le PC, là, on a caché un petit bouton en dessous de la carte qui dit si vous voulez avoir le fond IGN, vous y avez droit, quoi. Donc, mais en fait, on a volontairement on n'a pas mis ce bouton très en avant et on a des très bons contacts avec l'IGN parce qu'on travaille avec eux sur d'autres trucs, notamment quand il y avait les mutilations de chevaux et tout ça, ils ont un système
de performation avec les services de police, où en fait on avait un peu travaillé là-dessus. Mais comme la politique de l'hygiène change tous les 2 ans, en fait, on ne désire pas trop s'engager. En fait, si à un moment donné, on bascule tout chez IGN, même si nos accords font qu'on pourrait les utiliser plus ou moins gratuitement, on ne voudrait pas que les gens s'habituent. Et après, 2 ans après, la politique ou alors le directeur change. Et à ce moment-là, planter tout le monde, quoi. On préfère... on a des bons rapports avec eux sur certains sujets, et puis pour tout ce qui est sujet un peu rando, tout ça, on préfère rester un petit peu à l'écart. Ouais, une des considérations importantes. J'en profite pour dire à tous les gens qui nous suivent, n'hésitez pas à poser des questions et on peut évidemment vous donner la main et relayer vos questions également sur nos panélistes. Mathias, j'imagine qu'il y a cette raison-là et peut-être aussi l'internationalisation de votre application qui fait que partir sur un acteur exclusivement français, c'est peut-être compliqué. Bah, voilà, ouais, tu réponds quasiment à la question. Effectivement, vu que c'est une appli globale, je sais que la question s'est posée. Moi, je suis arrivé à Komoot en 2019, donc l'appli avait déjà quasiment 10 ans d'existence, mais je suis très curieux de comprendre ce genre de questionnement. Donc, je leur ai bien évidemment posé la question et je leur ai parlé d'IGN parce que voilà, savoir pourquoi éventuellement IGN n'était pas intégré à Komoot et est-ce que ça le serait à l'avenir, etc. C'est bien évidemment le côté international. Si on commence à travailler avec IGN, donc il y a exactement les mêmes raisons que Vincent, IGN changeant assez régulièrement de politique, on n'a pas forcément envie de commencer à offrir un service à nos utilisateurs français qui pourraient potentiellement disparaître d'ici 1 an ou 2. Et on sait très bien qu'on a une frange allez, je fais ça au dos mouillé, mais entre 5 et 10% de nos utilisateurs, plutôt des utilisateurs très amoureux de l'aspect carte, etc. Et puis de l'institution IGN aussi qui utilise Iphigénie, donc l'application IGN en parallèle à Komoot, des fois pour vérifier des choses, etc. Mais après, le gros intérêt d'OpenStreetMap, c'est que c'est, comme chacun sait ici, je pense que si j'ai regardé les screenshots en début de présentation, et j'ai cru voir OpenStreetMap sur quasiment tous les screenshots d'application, donc voilà, c'est l'aspect évolutif. C'est-à-dire que si on rajoute une piste cyclable au bord du pont de Tancarville ou sur tel rond-point de la route départementale C124 dans le Morbihan, si les collectivités locales sont au fait qu'il faut changer ce rond-point parce que ça va être répercuté sur des dizaines et des dizaines d'applis en France et dans le monde, ils le font. Et en vrai, ils le font de plus en plus. Donc du coup, nous, Komoot, notre fond de carte, c'est un fond de carte designé Komoot. On reloupe complètement la carte OpenStreetMap, mais les données sont des données OpenStreetMap. Donc on sait très bien que tous les dimanches, je crois que c'est dimanche dans la nuit, on remodifie notre fond de carte avec tous les changements implémentés dans OSM dans le monde. Voilà, donc on a une carte à jour à la semaine près, a priori, sans trop de problème. Bien évidemment, il y a toujours une marge d'erreur. On en fait tous les frais une fois de temps en temps en disant je pars pour un ride route, je vais me balader faire une grosse sortie route et là il y a 200 mètres où c'est pas parfaitement bitumé. Donc voilà, il y a forcément un peu d'erreur, mais moi ce qui me dérange absolument pas en sachant qu'à aucun moment j'ai la volonté de contrôler le monde extérieur et la nature et que l'imprévu fait aussi partie de l'aventure bien évidemment. Donc voilà, bien évidemment sur des parcours prédéfinis, pré-travaillés, etc. et expertisés, entre guillemets, avec des partenaires, etc. Le problème se pose beaucoup moins, mais voilà. Donc voilà, OpenStreetMap, pour nous, c'est une solution, effectivement, voilà, en termes de budget, en termes d'évolutivité, qui est optimale pour nous, en sachant que, voilà, enfin, c'est une carte mondiale. Donc, on essaie de travailler un petit peu aussi. Bon, là, on sort du cadre français. En Amérique du Nord. En Amérique du Nord, OpenStreetMap, c'est pas trop utilisé. Donc là, on commence aussi à réfléchir à des solutions aussi, à multiplier les solutions parce que effectivement, là-bas, c'est pas des acharnés d'OpenStreetMap forcément. Donc c'est plus compliqué pour nous d'exister en tant que planificateur qualitatif, quoi. Mais en tout cas, en France, ouais, c'est clair que c'est ça, quoi. Ouais. Fabien, peut-être sur ce sujet pour conclure, en tant que sur Loopy et puis en tant qu'agence web qui travaille aussi avec des destinations, OpenStreetMap a complètement supplanté tous les autres. Oui, alors là, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais essayer de faire super condensé. Alors, tout d'abord, effectivement, Google Maps était un peu l'outil habituellement utilisé de manière générique en fond de carte. Alors, Google Maps n'est pas devenu payant. Il a juste changé ses seuils de facturation de manière drastique et très, très courte. Vous aviez que 2 mois pour modifier votre système, sinon vous passez à la caisse direct.
c'est la conclusion, c'était gratuit, c'est devenu du coup un facteur de coût pour la plupart des services qu'il utilise. C'est ça, parce que la plupart des destinations n'atteignaient pas ces seuils-là, donc du coup, c'était gratuit pour tout le monde au final. Donc là, du coup, Google a perdu beaucoup en confiance auprès des acteurs institutionnels essentiellement, des professionnels comme nous aussi. Donc beaucoup ont basculé sur OSM. Nous, effectivement, on a cette préférence d'OpenStreetMap parce qu'on est dans l'open source de façon native. C'est stable, je rejoins Mathias là-dessus, donc c'est hyper rassurant pour nous, éditeurs, d'avoir une solution qui ne va pas changer son modèle du jour au lendemain. Donc, ce qui est effectivement un inconvénient chez IGN où voilà, il y a eu du mal à s'adapter à un marché qui était nouveau. On est sur une machine qui a peut-être besoin de temps pour prendre des décisions, alors qu'on est dans un domaine du digital où tout va vite. Voilà. Donc ça c'est pour dégrossir. Après, bon, on a le même fonctionnement que Mathias vient d'évoquer. On a nos fonds de cartes, on utilise OSM, mais d'une manière techniquement qui est, on héberge les données cartographiques et on les récupère de manière régulière. On n'est pas dans un usage du fond de carte et des données d'OSM en utilisant la manière la plus simple, celle que ne préconise pas OSN d'ailleurs, parce que ça sollicite trop leur serveur. Mais beaucoup de gens le font, hein, c'est-à-dire que vous utilisez la solution gratuite qui consiste à prendre la carte et les données OSM qui sont délivrées par leur service, mais qui pourrait très bien vous couper du jour au lendemain parce que demain, OSM ne pourra plus assumer à un moment donné le fait que tous les territoires, tous les pros utilisent cette solution-là qui sollicite beaucoup plus les serveurs. Donc, de la même manière que Komoot, et comme beaucoup d'éditeurs où l'édition est un peu poussée, on a nos serveurs et on récupère une fois par jour, une fois par semaine, ça dépend de chacun, les données d'OSM. Et après, lorsqu'on accède à nos applis ou nos sites web, eh bien, on accède à nos serveurs et pas à OSM directement. C'est la grande différence. Voilà. Et cette donnée-là, pour finir, comme dans beaucoup de cas aujourd'hui, c'est cette donnée qui fait tout. Je veux dire, lorsqu'on a la donnée de qualité, ou pas d'ailleurs, nos services fonctionnent bien ou pas. Donc, cette donnée-là, c'est de l'or en barre en fait. Voilà. Et, entre autres, hein, voilà. Et je parle des données cartographiques en particulier. Et puis après, on a tout ce qui est POI à côté, etc. Bien entendu, oui. On rejoint ce que nous disait Daniel tout à l'heure sur la volonté de maintenir une donnée de qualité, notamment grâce aux offices de tourisme hein, qui collectent hein, surtout tous ces points d'intérêt touristique localement. Et on a d'ailleurs parmi nos spectateurs Fabrice, hein, en parlant d'office de tourisme hein, de l'hôtel de Phalsbourg, donc avec qui Jérôme travaille. Donc, Fabrice, je vous active et je vous permets de prendre la parole avec nous. Vous voulez nous dire un petit mot de cette initiative montée avec Jérôme et du service donc, que l'Office de tourisme essaye de rendre finalement à ses partenaires hébergeurs pour attirer, pourquoi pas, une nouvelle clientèle? C'est quoi l'objectif final pour vous? Oui, bonjour à tous. Merci de me donner la parole là, pour permettre d'apporter un petit peu ma vision et l'idée qu'on a mise en place avec, au niveau de la communauté de communes du Pays de Phalsbourg au travers de son office de tourisme. Donc effectivement, nous, ça faisait quelques années qu'on avait en projet l'intention de faire de la location de vélos assistance électrique sur le territoire. C'est des offres qui existent déjà sur des territoires voisins, mosellans ou alsaciens, qui étaient portés par des offices de tourisme et animés par mes collègues des offices de tourisme. Nous, on est une toute petite structure, on est 3 permanents à l'hôtel. Et je ne me sentais pas capable, donc à trois permanents, à trois personnels, de mettre en place et de gérer un service de location de vélos assistance électrique internalisé. Donc, on a profité en fait de la création d'entreprise de Jérôme sur le territoire pour mettre en place cette espèce de partenariat qu'on a avec lui et faire en sorte que ce soit finalement lui l'intermédiaire en tant que prestataire de service pour assurer l'accueil des clients et en même temps assurer l'entretien du parc matériel. Donc, on a volontairement opté pour un parc matériel de haute qualité,
soit polyvalent. Et je pense qu'on n'aurait pas été techniquement capable d'en assurer la gestion de façon internalisée. C'est la raison pour laquelle on a opté pour cette solution-là. L'idée, c'était vraiment de travailler avec un interlocuteur ou des interlocuteurs locaux. Donc là, j'ai parlé de Jérôme. Il faut aussi souligner le fait que Vincent et son application Découverto sont également implantés sur notre territoire, c'est créé sur notre territoire. Donc on a cette chance-là. On avait d'un côté le prestataire spécialisé dans le domaine du cycle et d'un autre côté, finalement, cette association qui développait son application. Et on a bien sûr opté pour une collaboration avec Jérôme et Vincent. Alors, le principe de proposer ce service de location, l'idée, c'était de ne pas faire uniquement de la location de vélo, c'était vraiment d'aller plus loin un petit peu dans la démarche d'utilisation du vélo comme vecteur en fait, de découverte touristique et de mise en valeur de notre patrimoine touristique local. Et rapidement arriver cette idée d'utiliser ce nouveau service et de le mettre en relation avec les hébergeurs du territoire pour qu'ils s'en servent comme un argument finalement un petit peu de vente, en proposant en direct à leurs clients la solution de mise à disposition des vélos directement à l'arrivée du client dans son lieu d'hébergement. Donc, ce service de livraison, c'est finalement une espèce d'option, un service plus qu'on a souhaité mettre en place donc au pays de Phalsbourg. Alors, c'est vrai que ça n'a pas encore vraiment pris. Je pense qu'on a encore pas mal de choses à faire en matière de communication, rencontrer les hébergeurs, leur expliquer, les rassurer sur les fonctionnements de ce service-là pour qu'ils puissent le mettre davantage en avant sur leurs propres outils de promotion et de communication et en parler finalement à leurs clients. Je réactive le micro. Merci Fabrice pour ce témoignage complémentaire, ce que nous avait dit Jérôme. Moi, ce que je trouve intéressant, justement, c'est de voir que de toutes petites structures, comme la vôtre, et avec une petite structure privée qui vient de se monter, arrive à monter un service pour justement donner quelque chose de plus qualitatif à leur clientèle. Et vous le disiez, sur un parc de vélos en plus plutôt de qualité. On disait tout à l'heure, je crois que le VAE, ça représente 20% du parc en France, mais en vente et en chiffre d'affaires, c'est plus de la moitié, parce qu'évidemment, un vélo électrique coûte un peu plus cher qu'un vélo musculaire, ou en tout cas, les gens y mettent beaucoup plus de moyens. Donc, intéressant de voir ce type de service se développer et qui va dans ce sens-là. Et on peut peut-être d'ailleurs se dire que de plus en plus, le rôle de la collectivité sera peut-être d'organiser tous ces services qui peuvent se monter autour de ces activités en plein air pour pouvoir les proposer de la façon la plus pertinente possible à leur clientèle et puis bien sûr à leurs habitants. Je vois l'heure qui avance. Pas trop de questions pour l'instant de la part de nos participants, je vous le redis, mais n'hésitez pas si vous voulez interroger l'un de nos intervenants de façon plus précise sur un point. Ce que je vous propose peut-être, messieurs, c'est de faire un petit tour avec vous. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, d'un point de vue, alors peut-être technique, peut-être d'évolution des pratiques, peut-être aussi de relations avec d'autres partenaires, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? Qu'est-ce que vous souhaiteriez pour pouvoir aller jusqu'au bout de votre projet, de vos rêves, de votre idée? Qu'est-ce qui vous ferait envie de développer pour aller encore plus loin dans la pratique justement de ces itinérances, de ces mobilités outdoor? Qui veut commencer ce petit tour de table? C'est pas évident, ça mérite un peu réflexion. Je vais essayer de réfléchir pendant que je parle. Ouais, après, nous, effectivement, comme je vous l'ai déjà dit, on est à la base une structure qui est très orientée tech et pas encore assez, à mon goût, orientée éditoriale, mais on progresse très vite là-dessus. Et on est dans une étape qui a déjà été passée dans d'autres pays et pas encore en France. Et moi, je sais que ce que j'aime dans le vélo et dans l'outdoor en général et dans le fait d'explorer la nature, c'est aussi de me confronter à des histoires qui vont m'inspirer et qui vont vraiment me donner envie de dire, tiens, soit je veux faire pareil, soit je veux faire quelque chose. Soit, en tout cas, ça déclenche quelque chose chez moi, ça déclenche la machine à rêve, comme on le dit. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours un atlas à disposition pour des fois l'ouvrir à une page un peu au hasard. Donc voilà, pour moi, c'est d'arriver à les bonnes manières de raconter les histoires qu'on a envie de raconter. On n'est pas un média comme Out n'a pas
pour but de devenir un média, mais a quand même aussi pour but de mieux inspirer les utilisateurs et les utilisatrices. Et pour moi, c'est encore ce qui nous manque un peu et ce qu'on développe. Heureusement, c'est sur notre feuille de route. Donc, du coup, c'est chouette et je devrais voir arriver ça assez rapidement. Mais à mon sens, c'est vraiment un plus qui est hyper important pour les gens. Offrir une solution technique, c'est une chose, mais on le voit bien, hein, dans toutes les applications dont on parle aujourd'hui et tous mes confrères ici, on a tous de toute façon une volonté d'essayer de parler aux gens et pas juste de leur offrir un outil, genre démerdez-vous avec ça, c'est une caisse à outils, on ne vous dit pas comment fonctionnent les outils, mais voilà, mais l'idée c'est vraiment voilà, de tendre la perche suffisamment solide aux gens pour se dire qu'en fait on est capable de plus, de mieux, de différent, etc. Et de se dire que voilà, l'idée c'est de redécouvrir son propre territoire, c'est d'aller voir des territoires différents à apporter. Bien évidemment à portée de vélo ou à portée de train, parce que le but, c'est pas forcément d'aller au bout du monde pour aller voyager. Je pense qu'on est tous aussi d'accord avec ça ici, mais voilà, ouais. Je suis un ancien journaliste et j'aime beaucoup écrire, j'aime beaucoup lire et j'aime beaucoup les histoires. Donc, à mon avis, c'est quelque chose voilà, c'est quelque chose que j'attends de pied ferme et j'espère participer à cette évolution-là aussi au sein de ma structure. Ok, merci Mathias. Jérôme, de ton côté, avec cette activité récente que tu as lancée, c'est quoi l'objectif au bout? Oh là, il y en aurait tellement. Encore plus d'infrastructures, plus de stationnement, plus de points de recharge, plus de parcours dédiés, enfin d'itinéraires dédiés, que les élus fassent du vélo, pourquoi pas. Que la production d'équipements ou de vélos soit relocalisée. Moi, je suis en pleine pénurie de pièces détachées. Enfin, après Covid, c'est un peu le vélo, c'est aussi un peu comme les masques. Hein. Il n'y a plus rien qui est fait en France pratiquement. Bon, j'exagère, hein, c'est un peu rapide. Mais Ça voilà, revient d'ailleurs, hein, j'ai cru lire pas mal de choses. Il y a pas mal de petites sociétés qui se relancent justement sur le vélo et notamment sur les nouveaux vélos un petit peu haut de gamme. On voit quelques enseignes, non, qui commencent alors, il y a à prendre. effectivement, oui, oui. Alors, je dis ça en même temps, on propose des vélos français à la location. Mais néanmoins, pour l'instant, la plupart des équipements sont produits en Asie, hein, même si les vélos sont assemblés en France. Il ne faut pas se voiler la face, on a encore du chemin. On a effectivement, au niveau artisanat, on a des cadreurs qui fabriquent des cadres. En France, ça reprend un petit peu. C'est bien pourvu que ça dure, que ça se développe surtout. Et puis, effectivement, qu'on relocalise et qu'on produise aussi des équipements. Voilà, il y a encore du chemin à faire. Moi, je dirais là, on a échangé beaucoup sur l'aspect loisirs et tourisme, ce qui est bien. J'aimerais qu'on aille encore plus loin vers aussi le côté utilitaire, c'est-à-dire qu'on puisse de plus en plus se déplacer en vélo pour aller au travail, pour aller faire les courses et que le vélo se développe encore, quoi. Et pour l'instant, on Au-delà manque vraiment d'infrastructures. Au-delà peut-être de l'aspect géographique, hein, qui font que certains pays sont beaucoup plus en avance que nous, et on le voit aussi en France, hein, certaines villes, on évoque souvent Strasbourg, hein, pour les métropoles, sont bien en avance par rapport à d'autres, parce que c'est plat et c'est peut-être plus facile à pratiquer. Est-ce que dans nos mentalités, dans nos pratiques, il y a quelque chose qui fait que ça peut évoluer sur cet aspect utilitaire, et notamment le trajet domicile quotidien, où c'est exclusivement, selon toi, une question d'infrastructure, comme tu l'évoquais au tout début? Oui, je pense que ça va être un peu lié aux infrastructures, mais bon, ça pousse quand même. Voilà, bon, il y a un plan vélo, hein, au niveau national, il y a des choses qui se développent, il y a des compétences mobilité qui sont prises par les territoires, les communautés de communes. Ouais, ça commence quand même à bouger. Là, je viens d'être référencé objectif employeur pro vélo, donc ça pousse aussi pour que les employeurs développent des infrastructures pour que les salariés puissent venir en vélo. Et voilà, il n'y a pas que de l'emploi dans les grandes villes, hein, il y en a aussi sur des villes-centres de 5-10 000 habitants. Et voilà, là aussi, il y a des gens qui vont au travail, qui ne font pas forcément 50 km, qui en font moins, qui font des parcours qui pourraient être faits en vélo.
Ça me donne l'occasion de revenir vers Daniel, même si ce n'est pas de sa responsabilité directe. Mais c'est vrai que cette question des infrastructures, alors on en a parlé, je l'évoquais pour les métropoles. Moi, j'ai eu l'occasion de faire un petit tour en vélo dans Strasbourg la semaine dernière. Ça n'a rien à voir par rapport à Toulouse. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus sécurisant. Si on parle de l'environnement rural, c'est vrai que là, on a des routes, hein, départementales ou nationales qui ne sont pas du tout adaptées pour la circulation en vélo, avec pourtant des gens qui sont de plus en plus adeptes et qui auraient envie, hein, de faire ces trajets du quotidien avec leur vélo, mais l'aspect sécurisation, et notamment à la nuit tombée, devient vraiment compliqué. Qu'est-ce qui aujourd'hui va permettre à une collectivité de se lancer et de prioriser peut-être aussi, hein, l'infrastructure vélo, que ce soit en termes de circulation, mais aussi en termes de parking, hein, de stockage? On parlait des entreprises qui commencent à investir, mais c'est vrai aussi dans la ville où finalement on a assez peu de lieux pour garer son vélo. C'est vrai dans plein d'endroits. Est-ce que tu sens aujourd'hui, toi, et est-ce que tu pousses aussi au niveau de tes élus, comme le disait Jérôme, pour qu'il y ait des plans vélo qui soient un peu plus conséquents? Oui, c'est vrai. Alors, pour donner l'exemple du département de la Moselle, il y a effectivement tout un schéma qui est en cours, hein, de mise en place pour justement faire en sorte que les territoires s'approprient des aménagements, plus d'aménagements cyclables. Voilà, bon, il faudrait pas que la dynamique elle diminue, quoi. On a senti une bonne dynamique là pendant le Covid. Là, j'espère que voilà, j'ai l'impression qu'on sent que ça s'essouffle un petit peu, encore une fois. Mais en tout cas, du côté de la Moselle, voilà, il y a vraiment ce projet de mettre en place des aides pour aider les territoires à développer leurs itinéraires cyclables. Pour l'instant, ce n'est pas encore vraiment validé, mais en tout cas, il y a une réflexion, il y a déjà un état des lieux qui est fait et un schéma qui va prochainement être mis en place. Après, je rejoins un petit peu ce que disait Jérôme. Je pense qu'il y a un gros travail encore à faire en termes de services apportés aux cyclistes, à la fois pour les cyclistes en loisirs, en tourisme, mais aussi pour les gens qui vont au boulot, quoi. Et voilà, là, je pense qu'il y a encore un gros travail à faire. Je pense qu'on n'a pas encore franchi le cap. Pour l'instant, on a des bonnes infrastructures, mais on n'a encore pas réfléchi vraiment à l'offre complète avec les services, avec nos différentes applications mobiles, avec tous les outils qu'on propose. Je pense qu'il y a encore un gros travail de mise en musique de tout ça. Je pense qu'on est encore assez au début, quoi. Il y a encore vraiment un gros travail à faire et j'espère qu'on n'est pas en train euh, de ralentir la chose, quoi. Il faut vraiment profiter de la dynamique qu'il y a eu jusqu'à présent. Et mon souhait, ce serait vraiment que, voilà, qu'il n'y ait pas un arrêt, quoi, de cette dynamique. Ok, donc poursuivons les investissements et continuons à motiver les troupes et notamment nos élus pour aller sur ces Exactement. sujets-là. On le voit effectivement, hein, sur pas mal de destinations, mais il y a encore du travail. Vincent, de ton côté, continuer à découvrir, continuer à produire d'autres guides, c'est quoi l'idée de Découverto et continuer à se faire plaisir avant tout? Voilà, alors l'idée de Découverto, c'est de continuer un peu notre petit train-train quotidien, c'est-à-dire sortir un livre tous les ans ou tous les 2 ans, parce qu'en fait, ce sont les livres qui financent tout le reste. C'est les livres qui font que l'application est gratuite, que les sorties qu'on propose sont gratuites, que les conférences qu'on donne sont gratuites. Donc le livre reste un élément primordial. En fait, c'est la structure financière de l'équipe. Donc l'application, on réfléchit par rapport à son impact sur les écosystèmes, qui est absolument pas neutre. Donc là, c'est vrai que c'est un peu une réflexion, surtout qu'on donne pas mal de conférences sur la gestion des énergies et tout ça. Donc du coup, en même temps, venir avec une application, ça pose un problème philosophique. Et puis, on a un autre projet plus utopique et plus important qui ne concerne pas forcément la mobilité douce, mais auquel plein de choses peuvent se rattacher. On a vu là pendant la crise Covid que les gens n'ont pas compris plusieurs phénomènes scientifiques
Et donc, on avait déjà des conférences sur la science avant, quand on a commencé à créer la réserve de biosphère. Et, en fait, on a vu qu'il y avait un réel engouement d'un certain public pour ce genre de sujet. Et en même temps, c'est vraiment un public un peu spécifique, mais le public qui n'y est pas très adapté, en fait, a tendance à pas trop comprendre ce qui se passe pendant ce genre de crise. Et en fait, la réserve de biosphère, il y a un côté greenwashing, 90%, on va dire, c'est greenwashing, mais en même temps, c'est un outil qui est vraiment intéressant et on aimerait bien que maintenant que le projet a abouti, on utilise l'outil et pas seulement la partie greenwashing. Et, et là-dedans, en fait, pour que les générations futures puissent s'en sortir, il faut déjà qu'ils comprennent l'environnement dans lequel ils vont évoluer. Et en fait, nous, le projet qu'on aimerait mener, ce serait sur le territoire de la réserve de biosphère, de créer un musée de l'homme, un musée qui raconte l'histoire des humanités jusqu'à Homo sapiens, un musée qui raconte l'histoire de la Terre, et un autre musée qui raconte l'histoire des systèmes complexes. Et enfin, le fonctionnement de manière à ce qu'en fait, sur l'ensemble du territoire, que cette réserve de biosphère devienne une réserve phare pour toutes les réserves du monde, une réserve qui mette l'accent vraiment sur la culture. Et c'est important que ça se fasse en France du fait qu'on a déstructuré le système éducatif concernant justement la SVT. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire jusqu'en troisième, on a divisé par 2 le nombre d'heures pour la SVT et à partir de la seconde, ceux qui vont dans une carrière scientifique, ceux qui choisissent SVT, leur carrière est foutue. Donc, du coup, en gros, on a fait ça surtout pour ne pas être emmerdé par une Greta Thunberg dans 10 ans. Mais ce qui est assez compliqué, c'est que les ingénieurs qu'on est en train de former aujourd'hui, qui vont fabriquer des systèmes pour survivre demain, vont le faire dans un environnement qu'ils ne connaissent pas. Alors, heureusement, les jeunes d'aujourd'hui, on voit qu'ils sont hyper sensibilisés et qu'ils cherchent beaucoup d'informations et qu'ils ont aussi accès à cette information. Mais on se disait que ce qui serait intéressant, donc, ce serait si on dispatche ces musées sur l'ensemble de la réserve, on pourrait avoir par exemple le parc de Sainte-Foy qui est déjà existant, qui est spécialisé dans la partie animale. Si on rajoute l'histoire de l'homme, l'histoire de la Terre, l'histoire des écosystèmes, l'idée, ce serait qu'en plus de cette muséographie, ce soit entouré par des salles de classe, de manière à ce que les élèves de la réserve viennent une fois par trimestre visiter un des pôles pour qu'à la fin de l'année, en fait, ils aient fait au moins 3 des 4 musées. En fait, ça serait une complémentarité au système scolaire. Ok, Alors, merci Vincent. C'est une petite digression par rapport à d'autres sujets de base, effectivement, mais on est là aussi pour exprimer le monde dont on a envie pour demain. Ce que je veux dire, c'est-à-dire c'est clairement hors sujet. Par contre, tous les acteurs, par exemple les locations de vélos, les loueurs de logements, tout ça, si ce pôle culturel se met en place, en fait, ça peut être une locomotive pour tous les autres wagons. C'est dans le sens-là, c'est là que je voulais aller. Merci Vincent. Je termine peut-être le tour de table du coup. Oui, c'est ça, avec Fabien. L'avenir pour Loupi, ce dont tu rêves, ce qu'il faudrait ajouter encore pour que ça se développe encore plus vite, plus fort? Oui, alors nous, on cherche à mettre à disposition un panier dans lequel on puisse tout mettre et puis faire passer à la caisse, pour parler un peu crûment. C'est un peu plus direct que Vincent dans l'immédiat. Oui. Oui, bah oui, en même temps, ça fait partie du modèle. Voilà. Non, mais peut-être plus sérieusement, qu'à terme, en fait, Loupi soit vu comme un compagnon bienveillant et sur qui l'on peut compter, en fait. Voilà, d'où cette nécessité de la qualité, etc. Peut-être moins de masse d'informations, plus de conseils et surtout de la fiabilité. Cette fiabilité, elle dépend, et on en dépend tous. Je pense qu'on est tous confrontés à cela. Je le répète encore. Donc, c'est cette donnée, notamment cette donnée cartographique.
Aujourd'hui, de manière individuelle, un éditeur quelconque ne peut pas aller intervenir pour mettre à jour un tracé, changer, mettre un sens interdit ou un stop parce qu'il est apparu hier. Donc forcément, on est basé sur une communauté telle que celle d'OSM, hein, essentiellement, hein, parce que c'est celle qui est la plus dynamique au monde. Voilà. Donc l'idéal, effectivement, c'est que cette communauté soit de plus en plus active et nous permette de proposer ces services dont les voyageurs et les habitants ont besoin. Voilà. Très bien, merci Fabien et merci à vous 5 hein, de vos contributions. Merci à Fabrice aussi de Falbourg hein, qui est venu participer un petit moment avec nous. Daniel, je te laisse le mot de la conclusion peut-être. D'accord. Eh bien, je vous remercie à tous, à toutes les personnes qui ont participé à ce webinaire, les participants, les intervenants. Merci d'avoir consacré ces 2 heures de temps à nos discussions. Bénévolement, hein, Vincent le rappelait, c'est le cas pour tous nos intervenants ici. Merci à vous. Voilà, je crois que les échanges, je pense, ont été vraiment intéressants, enrichissants. Je vous invite à aller voir aussi régulièrement sur notre page académie.moselle.fr pour voir le programme de nos webinaires et de nos formations. Et puis, vous pourrez retrouver aussi ce webinaire en replay sur académie.moselle.fr. Voilà, merci à tous et bonne journée. Très bien. Merci à tous. Bonne journée à tous. Bon, tant pis. Salut. Oui, on entend, oui, on écoute. Oui, juste pour compléter, Daniel, et ce que disait tout à l'heure Daniel sur peut-être un doute sur un frémissement, un ralentissement. Il ne faut pas oublier qu'avant la Covid, la pratique, notamment du vélo, était déjà en pleine croissance, que la Covid n'a fait que l'accélérer. Et je pense que le slow-tourisme, de manière générale, si la route elle est lente, elle est aussi longue, à mon avis. Voilà. C'est ça. Voilà. Et donc, la conclusion aussi que donnait Jérôme, mettons nos élus sur des vélos. Exactement. Très bonne idée. Parfait. Donc, ils investissent davantage. Merci à tous, messieurs. Merci à nos participants et à très bientôt. Merci. Au revoir et bonne journée. Bientôt. Au revoir. Ciao.